Voilà, bienvenue à cette table ronde autour du management de demain et des nouveaux modèles d'organisation. Donc, voilà, cette table ronde s'inscrit dans le cadre d'un grand voyage, puisque 20 voyages sont prévus sur les 2 jours, entre hier et aujourd'hui. Et ces voyages viennent parler de l'innovation managériale. C'est organisé par l'Association des extraordinaires voyages, qui est en partenariat avec CESI. Et entre autres, pour notre table ronde, plus particulièrement avec les étudiants en master spécialisé en management par projet. Donc, toute la fine équipe tout à l'heure que vous avez vue avec Alexandre Gabriel et moi-même. Voilà, nous sommes en master spécialisé en management par projet. Et donc, finalement, ce projet d'organisation de table ronde contribue à notre montée en compétences et notre future employabilité aussi. Avec une volonté de partager de la connaissance et d'incarner finalement alors je pense que ça doit vous parler à nos 3 intervenants et pas que, peut-être aussi aux personnes qui sont à nous suivre, le faire ensemble et le bien vivre ensemble. Donc, à partir de là, on s'est dit une intention. On va voir un peu comment ça se retraduit aussi dans vos organisations. Donc, pour ça, moi, je vais donner la parole à Alexandre Gabriel, qui est là, et pour animer finalement les échanges. Donc, Alexandre Gabriel, comme il disait, le management, c'est un peu nouveau. Il y avait de la lumière, j'ai vu le saisie, ça avait l'air chouette, j'ai vu Pierre-Antoine, j'ai fait bon, allez, c'est Covid, hein, on y va. Donc, il vient de la communication et du marketing, il a fait pas mal aussi dans le journalisme. Donc, ça nous paraissait très judicieux qu'Alexandre Gabriel aussi puisse animer ces échanges avec vous. Donc, Alexandre Gabriel. Co-animé. Ouais, merci. Je te laisse la main, co-animé. Alexandre Gabriel. Emery, Benoît, David, vraiment merci. Merci beaucoup. Vraiment, votre présence nous fait chaud au cœur. On est vraiment content de vous avoir. On va parler du management de demain et ensemble des transformations sociétales. Donc, j'en profite. Voilà, là, on a lancé officiellement l'événement pour faire un petit clin d'œil à nos camarades de promo que vous avez vus juste avant, parce que on était aux premières loges, on peut le dire. Ils ont bossé, hein, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. On va le dire. Ouais, ils ont travaillé. Voilà, discours officiel, ils ont travaillé. Donc, vraiment, merci, parce que vous avez quand même mis du vôtre. Donc, on vous rend hommage. Du cœur. En plus, c'est enregistré, donc vous pourrez vous le repasser. Voilà, vous repassez de la pommade. Juste avant de commencer, je voudrais un petit mot au niveau des questions. Donc, pour les auditeurs, si vous pouviez mettre vos questions dans le chat, on va avoir Carole et Anaïs qui vont les récolter et on les restituera sur la dernière demi-heure de questions-réponses. Au niveau de la thématique, nous sommes actuellement, là, on y est encore plus avec le Covid, on est bien ancré dans un monde qui est en pleine transition, qui est chargé de plus en plus de rebondissements. Pour y répondre, il y a de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, des modèles que vous, messieurs, vous avez pensé et vous avez mis en place. Donc, on va essayer tous ensemble d'apporter un regard différent sur ces sujets du management de demain via des expériences étonnantes, que ce soit en entreprise ou sur l'espace public. Alors, il y a plusieurs questions qui ont émergé en fait de ce constat. C'est comment est-ce que ça se cristallise concrètement? Comment ces modèles forgent à la fois un management bienveillant et en intégrant les nouvelles compétences du manager de demain? Et justement, dernière question, quel est le profil du manager de demain? Donc, pour répondre à ces questions et pour aborder cette thématique, donc on a d'abord Emery Jacquia, donc il est au centre de votre écran, et on a Benoît Couteau, lui, qui est à la droite de l'écran, et David Lemoine à la gauche de votre écran. Donc, David Lemoine, on va voir dans quelques instants avec vous l'avenir du management, les compétences comportementales que devront posséder les managers demain pour s'adapter du coup à ce nouveau monde. Benoît Couteau, vous êtes le maire de Monières et vous avez instauré un dialogue citoyen auprès de vos administrés. Vous allez nous raconter cette initiative authentique d'ici peu, mais tout de suite, je me tourne vers Emery Jacquia, puisque si Benoît Couteau, lui, il a mis en place un modèle d'organisation citoyen innovant dans sa commune, vous en avez développé un qui est connu dorénavant au sein de votre entreprise. Donc, je vais vous présenter brièvement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, et puis je vous donne la parole tout de suite. Donc, vous êtes le PDG d'Acamif, qui est une entreprise à mission, qui œuvre dans l'aménagement local et durable. Donc, c'est une entreprise à mission. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un statut juridique qui existe depuis 2019 et qui s'engage en faveur de la résolution d'un enjeu social ou environnemental. Donc, vous étiez déjà engagé en fait sur cette voie avant, avec la loi PAC, avec laquelle, je crois,
vous allez nous en dire un petit mot, vous avez participé. Et la Camif, en quelques mots, elle propose du mobilier d'intérieur et d'extérieur via son site, c'est www.camif.fr, on en profite. Et suite à un redressement judiciaire en 2009, en 2008, pardon, vous avez repris l'entreprise en 2009. Voilà. Et justement, ma première question pour vous, c'est qu'avez-vous implanté à ce moment précis pour insuffler un second souffle à l'entreprise? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi d'être là pour partager mon chemin et mon témoignage. Je dirais en introduction, en préambule, juste qu'il n'y a pas de modèle. Chacun doit trouver sa voie. Et je pense que c'est d'abord le point essentiel. Et moi, je suis entrepreneur. J'ai démarré ma boîte, j'avais 24 ans, donc je n'avais pas de modèle en tête. Et quand j'ai repris Camif et que je suis parti de Paris pour aller m'installer à Niort, je n'avais pas non plus de modèle en tête. Et j'ai fait beaucoup confiance à mon intuition. Et mon intuition, c'est qu'il fallait tout réinventer, tout revoir dans Camif pour en faire un nouveau modèle, un modèle d'impact positif sur la consommation responsable, sur le Made in France. Ce sont des choix assez structurants qu'on a fait en 2009 pour relancer cette belle marque qui avait été, évidemment, faisait partie du patrimoine français parce qu'elle a été créée en 1947. Et moi, ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai visité l'entreprise à Niort, lorsqu'elle était au tribunal de commerce, moi j'ai repris après le tribunal de commerce, c'est des grands bâtiments un peu staliniens, que des bureaux cloisonnés, de la moquette au mur. Et je me suis dit, avec une grande tour, dans les étages supérieurs, la direction et un code pour monter dans l'ascenseur. Et je me suis dit, bon, bah, ça, c'est pas l'entreprise où j'aimerais bosser. Donc, c'est sûr qu'on va tout raser, tout remettre à zéro. Et on s'est installé dans le magasin Camif, qui était donc près de Niort, qui est un grand open space de 3000 mètres carrés. On a mis les quelques équipes, ces quelques anciens Camif qui sont venus participer à ce projet incroyable de redonner vie à cette marque et d'en réinventer le modèle. Et en fait, on a fait à peu près tout ce qu'il ne faut jamais faire dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on a tout changé en même temps. On a changé l'organisation, changé l'offre, changé le site Internet, changé tous les systèmes d'information, changé la logistique. Bref, ça a été 2-3 ans de chantier total. Et donc, évidemment, on ne pouvait pas cadrer avec un mode d'organisation normal. Et il a fallu gérer un mode d'organisation anormal. Pendant 2-3 ans, on était en mode projet. Pas de cloison, il y avait grand open space pour tout le monde. Il y avait des clients qui arrivaient au magasin en disant « mais qu'est-ce que c'est? J'ai appris que Camif redémarrait, etc. » Et ils se baladaient comme si c'était chez eux et nous, on était au milieu de tout ça. Et malgré tout, ma principale difficulté, celle à laquelle je me suis heurté, moi je suis un entrepreneur, j'avais une culture entrepreneuriale, j'étais très excité par le projet de pouvoir réinventer cette belle marque. Mais les anciens Camif, ils avaient 20 ans de culture très pyramidale, très grosse boîte où il fallait respecter une hiérarchie et des ordres. Et ma principale difficulté, et j'ai été probablement assez naïf, c'est qu'à ce moment-là, je pensais que le mode commando dans lequel on était, où il n'y avait que des chefs de projet, il n'y a pas d'organisation, structure plate, pas de cloison, etc., ça suffirait pour emporter l'adhésion et créer une nouvelle culture d'entreprise. Mais ma difficulté, c'est que le plus long, le plus difficile, ça a été de changer justement la culture, notamment des anciens Camif, et de créer une culture commune. Et au bout d'un an, j'avais encore des gens qui me disaient « oui, mais Emery, tu sais, à la Camif, on faisait comme ça. » Et j'ai beau leur dire « mais arrêtez de me dire comment on fonctionnait avant parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut réinventer tout. » Et j'ai eu l'idée qu'en fait, à un moment donné, si on veut vraiment changer, il faut qu'on vive, moi je crois beaucoup à la force des expériences collectives. Il faut qu'on vive une expérience collective unique, très originale et qui nous inspire sur ce nouveau chemin, cette nouvelle culture plus entrepreneuriale que j'avais vraiment envie de développer et d'infuser au sein de Camif. On a fait venir une artiste en résidence qui a passé 3 mois avec nous, qui était au cœur de l'open space et à qui j'ai confié la mission de carte blanche. Anne-Laure Maison, une jeune artiste plasticienne française qui fait des collages et qui travaille sur la problématique de la maison, elle porte bien son nom et on était fait pour travailler ensemble, a accepté ce challenge de venir partager notre quotidien pendant 3 mois et d'installer son atelier au milieu de l'open space avec nous. Quand on a annoncé ça aux équipes, c'était un point du mardi, donc on fait un point du mardi depuis la relance de Camif toutes les semaines qui réunit toute l'entreprise. Et j'annonce qu'on accueille une artiste en résidence. Et là, gros blanc, parce que les gens se disent « il est complètement fou, on n'a vraiment pas le temps, on est tous sous l'eau. » voilà. Et puis la semaine d'après, Anne-Laure arrive, présente son travail.
Et elle était là à présenter ce qu'elle faisait, notamment une série de portraits qu'elle a initiés, de photoportraits, où elle mettait un portrait d'une personne et à côté une photo d'une pièce de la maison, de l'intérieur de la maison. Et en fait, il y a des ressemblances entre son apparence physique et la façon dont on meuble sa maison. Et elle a proposé aux équipes de continuer ce travail avec eux. C'était sa façon à elle de créer du lien à l'intérieur de l'entreprise. Et là, il n'y a eu aucun volontaire. Alors, bon, évidemment, en tant que manager principal de cette entreprise, là, j'ai levé la main, j'ai invité Anne-Laure le soir. On a fait une photo devant notre maison à New York qui était en chantier. Il y avait un tas de gravats. Et puis, une pièce de la maison, c'était le salon avec des fils qui pendaient partout. Et là, le lendemain, la photo se retrouve dans l'entreprise et tout le monde rigole, etc. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé finalement sur la part de l'intime qu'on est prêt à partager. Mais si on veut véritablement transformer une entreprise, engager les femmes et les hommes qui la composent, il faut qu'on partage l'intime. Il faut qu'on mette sur la table ce que l'on est vraiment, parce qu'on ne peut pas être un citoyen différent d'un collaborateur, d'un consommateur, on est bien la même personne. Et donc, finalement, les uns et les autres ont fini par jouer le jeu. Et donc, tout le monde a voulu faire son portrait avec Anne-Laure Maison. Puis, ce qui était sympathique, c'est que tous les jours, elle produisait quelque chose. Un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc, les gens sont immédiatement allés voir Anne-Laure. Non, mais est-ce que tu as demandé l'autorisation à Emery de taguer les places de parking? Eh bien non, parce que dans une start-up, dans une culture entrepreneuriale, on ne demande pas l'autorisation, on fait les choses parce qu'elles font sens. Et donc, moi, une des œuvres qui m'a beaucoup marqué d'Anne-Laure, c'est le fait qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Elle disait pas. Et un jour, on la voit, elle était à quatre pattes en train de scotcher des banderoles entre les bureaux. Et en fait, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, elle matérialisait ça au sol en scotchant des banderoles. Progressivement, l'entreprise s'est tissée de toutes ces banderoles et on a pris conscience de l'importance du lien entre les uns et entre les autres. Et pour moi, ça a été une vraie leçon de management. La vraie richesse d'une entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et ça nous a mis sur la voie de plein de choses qu'on a lancées, parce que c'est ça la valeur d'une entreprise. Alors, Aymeric, justement, ce que vous venez de vous exposer, est-ce que ce sont des choses qui ont contribué en faveur du bien-être des employés ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses également? Alors, le bien-être, on ne le déclare pas. C'est pas on ne dit pas, voilà, on va mettre ça en place et vous serez heureux. Chacun doit le ressentir, il doit être sincère. Et je crois qu'il vient d'abord d'une adhésion des collaborateurs au projet, au sens du projet. Et c'est ce qui a été pour moi assez déterminant. C'est dans notre chemin qu'on a opéré à partir de 2012-2013 sur la définition de la raison d'être de Camif, la raison d'être ensemble. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est un collectif et que ce collectif, ce qui fait le lien dans ce collectif, c'est le sens qu'on a à se retrouver chaque jour au bureau pour contribuer à quelque chose qui est plus grand que juste faire de l'argent pour les actionnaires. Ça ne peut pas se limiter à ça. Et donc, nous, on a fait une rencontre avec l'école des mines, les chercheurs Blanchet-Grestin et Armand Hatchuel, qui avaient théorisé sur ce sujet à partir de 2008, pendant la crise financière, sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne pouvait pas se limiter à cette boîte à partager le profit, qu'elle avait un vrai rôle, une vraie utilité pour la société. Et donc, on a fait un chemin très collaboratif en interrogeant tous les collaborateurs, mais également toutes les parties prenantes de Camif pour définir notre raison d'être ensemble, notre mission, parce qu'on a traduit cette raison d'être en objectif. Et ce chemin a été assez long. On a pris 2 ans et demi pour sortir les 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Donc, ce n'est pas très efficace à la Camif, comme vous voyez. Mais je crois que la notion du temps long est extrêmement importante aussi. On ne peut pas transformer les choses. On ne transforme pas la culture. On ne transforme pas une entreprise sans le temps long. Et on a fini par inscrire notre mission dans nos statuts en 2017. C'était un peu avant la loi Pacte, quelques années avant la loi Pacte. Notre mission, c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production, d'organisation. Voilà, ça, c'est au cœur de notre projet et ça traduit en objectifs de mission, on en a 5, ça a mis en mouvement l'entreprise et ça, je pense que ça contribue à donner du sens. Aujourd'hui, on le voit, les jeunes qui nous rejoignent jusqu'à Niort, on arrive à attirer des talents jusqu'à Niort, c'est pour vous dire, viennent pour la mission parce que ça fait sens.
Et puis, il s'est trouvé que tout ce chemin qu'on a fait, ça s'est trouvé dans la loi Pacte, parce qu'on a créé aussi une association qui est la Communauté des entreprises à mission. Et dans la loi Pacte, on a repris ce modèle de la société à mission qui permet à chaque dirigeant de rendre son entreprise plus contributive. Alors, c'est au quotidien, hein, c'est-à-dire que le bien-être au travail, c'est une attention de chaque jour. C'est chaque jour avoir de l'attention pour soi-même, pour les autres, voilà, pour ce pourquoi on est ensemble. Et je pense qu'une des clés je dirais de ça, c'est redonner le pouvoir aux collaborateurs. Et donc, d'une certaine manière, pour les managers, abandonner le pouvoir. C'est ce qu'on a fait au bout de quelques années. En 2014-2015, on a lancé le budget collaboratif. Ce sont nos collaborateurs, 9 collaborateurs qui ont été élus par l'entreprise et qui ont fait pendant 3 mois le budget de l'entreprise. Alors là, les managers me sont tombés dessus en disant, mais il y a une dizaine de managers qui se réunissent tous les 15 jours dans l'entreprise. Et là, ils disent, mais si on ne fait plus le budget, à quoi on sert? Ben justement, on sert à autre chose. On sert à accompagner les équipes, à leur donner accès à la bonne information, à rappeler le pourquoi on est ensemble, le sens, la vision, la mission, les valeurs, à être les garants de ça. Puis ensuite, il faut laisser faire. Il faut abandonner le pouvoir. Et donc, je crois que la clé de tout ça, c'est le sens, le côté très participatif et aussi, il ne faut pas oublier cette dimension du plaisir. Et moi, je crois que c'est une dimension essentielle. Il faut qu'on ait du plaisir dans ce qu'on fait tous les jours. Il faut qu'on ait du plaisir à travailler ensemble. Il faut qu'on ait du plaisir à apprendre. Il faut qu'on ait du plaisir à expérimenter des choses qui ne se font pas ailleurs. Et tout ce qui est, et moi, je fonctionne beaucoup comme ça, tout ce qui, je vais être très grossier, m'emmerde, je le supprime. Donc, par exemple, les entretiens annuels, qui est une sorte de cadre un peu statutaire, obligatoire tous les ans, il faut qu'on se voit, etc. Il y a un chemin de croix pour le manager comme pour le collaborateur. C'est horrible. C'était le pire des moments de l'année pour moi, hein. Et donc, on a revisité ce format pour en faire un moment génial. Et aujourd'hui, on part se balader. Alors, ça dure 2 heures. On part le long de la Sèvre. On a la chance d'être à Niort dans un cadre qui est magnifique. Et au lieu d'être face à face, donc forcément dans une posture de jugement, on est côte à côte. Et au lieu d'être statique, ben, on est en marche. Et au lieu d'être dans un bureau entre 4 murs, on est en pleine nature. Et au lieu de dire, de débiter les choses à l'entretien, on se parle comme si on était voilà, des amis en balade, quoi. Et donc, on marque des temps de pause, des silences, parce qu'on croise des gens, etc. Là, quand on fait ça, on propose ça au point du mardi, on a des détracteurs, on a des résistances au changement. Il y en a des gens qui nous disent « Non, mais c'est quand même important, c'est la seule fois dans l'année où on parle vraiment de plein de sujets, la formation, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, nos difficultés, les objectifs, etc. Donc, c'est quand même pas évident de faire ça lors du malade. » Et moi, j'ai pour habitude que quand il y a des détracteurs, eh bien, c'est avec eux précisément qu'on va expérimenter la chose. Et donc, j'ai pris les plus détracteurs et on a fait 2 balades extraordinaires. Et après, aujourd'hui, quand on voit nos équipes arriver avec leurs baskets au bureau, on sait qu'ils ont entretien annuel. Donc, faire rentrer le plaisir dans l'entreprise, c'est indispensable. Et laisser les collaborateurs dire ce qui leur fait plaisir. Au point du mardi, c'est un temps qui est génial, parce que c'est 1 heure chaque semaine, tout le monde ensemble, et chacun peut venir proposer un projet. C'est comme ça qu'on est plein d'initiatives. Les ateliers Pilates, 2 fois par semaine dans l'entreprise, les ateliers zéro déchet. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui fait que finalement, ça nourrit la consistance du projet, ça rend vivant l'entreprise, ça nourrit aussi la confiance qu'on a de travailler ensemble. C'est une dimension qui me semble essentielle. Et le fait de partager en grande transparence chaque semaine tous les résultats de l'entreprise, son activité, ses projets, en fait, c'est assez inclusif parce que quelqu'un qui arrive très vite, il comprend ce qui se passe dans la boîte, quoi. Et chaque semaine, il peut en suivre. Voilà. Alors, vous nous parliez de sens là, à l'instant, Emery. Juste avant que je vous pose la question sur votre vision du management de demain, c'est peut-être celle que vous incarnez en fait déjà aujourd'hui, mais je vous laisserai y répondre. Alors, la CAMIF, elle était en 2014, donc une des pionnières des entreprises à mission. Mais vous avez évoqué la loi Pacte là, voilà, il y a 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la CAMIF y a participé? On a fait le cas de l'école des mines avec ses chercheurs qui avaient théorisé sur ce modèle. On a défini une raison d'être, traduit cette raison d'être en objectif de mission. On a mis en place un comité de mission et tout ça s'est retrouvé dans nos statuts en 2017 avec des choses très concrètes derrière.
c'est que quand on se donne des objectifs de mission, comme par exemple informer, sensibiliser sur la consommation responsable, 2 semaines plus tard, après avoir inscrit dans nos statuts tout ça, on fait notre premier boycott du Black Friday et on ferme le site de la Camif pour le meilleur jour du e-commerce de l'année, pour faire passer notre message, parce que c'est cohérent par rapport au projet de l'entreprise. Et donc, ce cadre-là, on a souhaité le partager et on a créé une association qui est la communauté des entreprises à mission, qui est une association pour offrir un cadre de partage entre pairs, entre dirigeants qui veulent rendre leur entreprise plus contributive, parce qu'on était convaincus que ce cadre, il est assez génial en fait, de repenser le pourquoi on est ensemble, la raison d'être ensemble, repenser comment on peut contribuer à quels objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux. Et puis, on a eu la chance que ça arrive à un bon moment, puisqu'il y a eu le rapport Nota-Sénar, donc on a beaucoup contribué dans le rapport Nota-Sénar à finalement dire ce que nous, on avait fait avec ces chercheurs, les premiers pionniers qui avaient expérimenté le modèle. La puissance de ce modèle, c'est un levier d'engagement, c'est un levier d'innovation, c'est un levier de performance, c'est extraordinaire, c'est une boussole, c'est un outil stratégique extraordinaire pour les dirigeants pour accélérer la transformation de nos modèles, parce qu'on a besoin d'activer la plus puissante force de transformation qu'on ait à disposition, ce sont les entreprises. On a besoin d'activer cette force de transformation pour résoudre les grands défis qui sont devant nous, qui sont des défis énormes, climatiques, biodiversité, défis sociaux. Et donc, la loi Pacte a repris en gros l'intégralité de ce qui a été fait dans cette démarche-là, avec le cadre de la société à mission, qui aujourd'hui est proposé à tout dirigeant. Et on le voit dans la communauté, on a créé un observatoire des sociétés à mission. Aujourd'hui, il y a 185 entreprises qui ont fait ce chemin et qui ont obtenu la qualité de société à mission, de toute taille. 2 tiers sont des PME de moins de 50 personnes. Et on a aussi des très grands groupes, des groupes cotés, des sociétés familiales, des toutes petites entreprises, des startups à mission qui démarrent tout de suite avec ce cadre-là, qui est un cadre très structurant parce que l'inscription dans les statuts de la mission permet d'avoir l'alignement des actionnaires. Et ça, c'est fondamental. Et puis également la gouvernance de la mission avec un double contrôle. Il y a le contrôle fait par le comité de mission. On le voit aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se saisissent de cette opportunité pour faire rentrer les parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise, les collaborateurs, mais aussi des clients, fournisseurs. C'est ce qu'on a fait chez Camif. Et puis, il y a cet organisme tiers indépendant qui va venir auditer tous les 2 ou 3 ans, selon la taille de l'entreprise, la démarche de la société à mission. Ce qui veut dire que quand on fait ce chemin-là, on s'inscrit dans une démarche de progrès. Donc voilà, nous, on a contribué à notre modeste échelle à ouvrir la voie, à expérimenter ce modèle. On a créé cette association. Aujourd'hui, on a 220 membres. Donc, on a pas mal d'entreprises qui sont encore en chemin pour aller vers la société à mission et dont l'objectif est de partager le modèle parce qu'il est très structurant. L'objectif est de continuer à l'enrichir. Donc, on a beaucoup de groupes de travail sur des sujets, sur le management par la mission, par exemple. Voilà. Et on a également une vocation à offrir ce cadre de partage parce que c'est un chemin qui est long. Il peut parfois avoir des injonctions contradictoires entre l'exigence du court terme et puis la performance plus long terme, on va dire. Mais c'est un chemin qui est passionnant et je crois qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit en introduction, il y a eu la loi Pacte qui a été un accélérateur, mais il y a eu la crise de la Covid. Et ça, il y aura un avant-après, c'est sûr. Le après va prendre peut-être 25 ans, mais en tout cas, il y a une exigence aujourd'hui croissante des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Et ma conviction, et ce que je peux déjà vous dire, et c'est une excellente nouvelle, c'est qu'il y a une réconciliation possible entre la performance économique et l'engagement. Et parce que les entreprises qui sont les plus utiles, qui savent prouver leur utilité pour la société, ont la préférence dès aujourd'hui des jeunes qui sortent de l'école, donc des meilleurs talents, des collaborateurs qui sont plus engagés, donc plus d'efficacité dans l'entreprise et des clients qui viennent plus naturellement et qui sont plus fidèles. Et tout ça, ça se traduit en une performance économique. Camif a fait 44% de croissance l'année dernière, ce n'est pas pour rien. Oui, et puis ça colle avec les désirs des nouvelles générations, X et Y. Alors, Emery, juste avant de passer la parole à Benoît, j'ai une dernière question pour vous, qui sera une question de conclusion, puisqu'on va vous laisser 1 ou 2 minutes pour y répondre. C'est sur le management de demain. Comment est-ce que vous voyez le management de demain avec le monde VICA qui est de plus en plus renforcé, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, avec le Covid qui en a rajouté une bonne couche? Je vois qu'il faut plus que jamais s'appuyer sur un socle de valeurs
que les entreprises ont besoin de bien définir ce cadre de valeur qui est au fondement de pourquoi elles existent et qu'elles ont besoin dans cet environnement volatile, incertain, complexe et ambigu de clarifier leur raison d'être et leur mission. Une fois que ça est clarifié, ça offre une boussole et finalement, les mieux placés pour traduire cette mission concrètement dans le projet d'entreprise au quotidien, c'est les collaborateurs. Et ils vont s'en saisir parce que c'est excitant de bosser dans une entreprise qui va changer le monde. Elle ne va pas changer tout le monde, elle ne va pas changer tout dans le monde, mais elle va changer un certain nombre de choses. Nous, c'est sur la consommation responsable et la production locale qu'on est le plus engagé. Et ça, il y a une fierté qui est de contribuer à ce projet qui a une portée sociétale, en fait. Et donc, voilà, je pense que c'est l'enjeu clé. Et nos valeurs, je crois que dans ce monde incertain, il faut oser. Il faut oser prendre des risques. Celui qui ne prend pas de risques prend des risques, en fait. Je crois que c'est ça que je retiendrai. Donc, pour moi, il y a des valeurs entrepreneuriales très fortes aujourd'hui. Il faut avoir de l'agilité parce qu'on bouge très vite. Là, les organisations doivent s'adapter très, très vite, le télétravail, etc. Et il faut avoir de l'attention à soi pour être assez aligné, assez bien, pour être bien avec les autres, de l'attention aux autres et de l'attention au monde. Et si on a ça, on a gagné. Merci Emery, c'était très intéressant. Tu veux rajouter un petit mot? C'est vraiment la mise en mouvement que vous mettiez en valeur et voilà, c'est vraiment la thématique qui nous anime sur ces 2 jours. Donc c'était un joli mot. C'est un chouette témoignage, merci franchement Emery. Un témoignage sur le mouvement. Merci à vous Emery. Benoît, est-ce que Benoît il est là? Il est toujours avec nous? Je suis là. Merci Benoît. Je vous passe la parole, juste en préambule pour vous présenter brièvement. Benoît Couteau, vous êtes depuis avril 2014 maire de Monnières. C'est une commune qui est située à 20 km au sud-est de Nantes, donc vous êtes dans le vignoble, un charmant coin du pays nantais. Vous êtes un ancien commerçant et commercial, vous l'avez été pendant 30 ans. Vous êtes à présent impliqué dans des enjeux de RSE, de RSO, donc responsabilité sociale d'entreprises et des organisations. Vous cherchez à présent à faire germer sur votre territoire des projets qui sont en faveur du développement durable. Et votre commune, elle est à présent réputée, puisque vous avez une vitrine de plus en plus grande, elle est réputée pour avoir implanté de la démocratie participative. Alors ma première question pour vous, j'en ai quelques-unes, c'est d'où vous êtes venu en fait cette conviction qui est quand même assez authentique aujourd'hui et originale, à une époque où on parle beaucoup de démocratie, et comment, voilà, d'où vous viennent vos convictions et d'où vous êtes venu cette idée. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde, Pierre-Antoine entre autres, avec qui on se connaît depuis fort longtemps. Oui. Alors, je ne vais pas tout redire ce qu'a dit Emery, mais je garde tout de ce qu'il a dit. Donc, ça ne sert à rien que je redise tout, mais j'ai écrit. Vous avez 20 minutes quand même. Mais je garde vraiment tout ce qu'il a dit, puisque en fait, d'où c'est venu de mon parcours d'entrepreneur, puisque j'ai créé mon entreprise en 1990. Alors moi, j'ai une grande chance, entre autres par rapport à vous deux, c'est que moi, je suis jeune depuis 60 ans. Donc, je suis jeune depuis. Je suis plus jeune que vous, en fait. Je suis plus jeune que vous, en fait. Et donc, dans mon parcours est un parcours d'entrepreneur. J'ai été effectivement commerçant en quincaillerie, en B2B. Donc, mon entreprise de quincaillerie, c'était pour fournir les professionnels du bâtiment. Avec une grosse partie de la clientèle était des menuisiers. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'en fait, mon point de démarrage, il est là. Lorsque j'ai créé l'entreprise avec des associés, avec des associés. Donc, vous devinez qu'on était déjà dans une lecture associative où déjà le ensemble résonnait chez nous. Lorsque j'ai créé cette entreprise-là, on l'a créée en s'appuyant sur des valeurs qui nous étaient propres. C'est pour ça que je garde tous les mots que Emery a parlé. Il redisait à la fin, en conclusion, il parlait de l'attention qu'on doit porter à l'autre, l'attention qu'on devrait porter à notre environnement, l'attention tout court. Ça fait partie des critères de base d'une réussite, quelle qu'elle soit. La notion de plaisir, pour moi, est aussi une question indispensable, évidente. Et comme je suis jeune depuis longtemps, je confirme que c'est vraiment important de prendre du plaisir où on est. En fait, pour tout dire, il ne faudra pas le répéter, heureusement que ce n'est pas enregistré, Pierre-Antoine. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Et donc, je pense que c'est la recette. Si on trouve du plaisir, si donc on trouve du sens par rapport à, comme disait Emery tout à l'heure, eh bien, en fait, on va être dans ces dynamiques-là.
Dans mon parcours d'entrepreneur, il m'est arrivé une chose un peu particulière, c'est qu'en 1995 et 96, et de nombreuses années ensuite après, j'ai découvert un pays qui s'appelle le Vietnam. Mon épouse est d'origine vietnamienne par sa maman, et j'ai découvert des cousins, des cousines, des tontons, des tantes là-bas. Et quand ça m'a fait un choc énorme, donc j'étais beaucoup moins jeune puisque j'avais 35 ans, mais ça m'a vraiment marqué fortement. J'ai découvert que des humains sur la même planète, en fait, vivaient, ça n'avait rien à voir avec moi. Et en 96, j'y suis resté 3 mois avec Isabelle, puisqu'on est allé adopter notre 4e enfant là-bas. Et en 3 mois, j'ai eu le temps de comprendre et de voir des choses. Et pour tout dire, en 96, on était arrivé avec une idée peut-être présomptueuse, peut-être impérialiste, peut-être colonialiste, j'en sais rien. Mais on était arrivé avec une idée avec mon épouse, puisqu'on avait découvert le Vietnam un an avant, en 95, et de la famille, se dit on va aider nos familles. Donc on venait, nous, les gentils Français, en disant avec quelques francs à l'époque, on va venir les aider et puis ça va faire quelque chose, ça va être bien pour eux. Et là, on s'est pris plusieurs grandes claques. D'abord, qui serions-nous pour dire on va t'expliquer comment vivre à toi le Vietnamien? Donc déjà, un peu de modestie, ce serait bien pour nous les Français, les Européens, les Occidentaux. Et surtout, on a découvert dans ces pays-là une chaîne absolument invraisemblable de la corruption. Mais en fait, on sait qu'on en a partout, y compris chez nous. Et donc, pour aider là-bas, c'était fortement compliqué. Et comme on est resté longtemps pour adopter Alexis là-bas, en fait, pendant tout le temps du parcours d'adoption, grosso modo, la moitié de la journée était dédiée aux démarches à l'adoption et l'autre moitié, je me concentrais sur l'entreprise. Bon, entre-temps, je mangeais un peu de riz, je buvais une bière, mais l'autre partie de mon temps, je me concentrais sur l'entreprise et comment l'entreprise allait devoir muter par rapport à ce constat que je faisais. Et donc, dès les années 98-19, j'ai proposé à mes associés une démarche, en fait, s'appuyant. À l'époque, je n'utilisais pas l'expression RSE, développement durable, je ne connaissais pas, excusez-moi, parce que c'était pourtant développement durable, ça date de 87, mais en fait, j'ai partagé ça à mes associés et on a engagé, en fait, l'entreprise sur une démarche de responsabilité sociétale dès les années 98, 19, 2000. C'est de là qu'est née cette notion du co et du collectif et de l'ensemble, parce que pour tout vous dire, ce qui m'a d'abord percuté de plein fouet en 96, c'est la dimension sociale, c'est l'humain. Je suis né au Loro-Botro, en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, et mon fils est né à Saigon, au Vietnam. Il est clair que s'il était resté là-bas et moi là, eh ben, nos chances sont différentes, nos rapports sont différents. Ça veut dire que c'est mieux ou moins bien, c'est différent. Et donc, si vous êtes né dans un faubourg de Brésil ou dans une favela brésilienne, ou si vous êtes né en Chine, ou si vous êtes né aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des différences évidentes. Et moi, je suis un humain qui vit sur Terre, c'est la même planète pour tous. Les hommes ont créé des frontières, bon, c'est leur histoire. Moi, je me sens un humain, un terrien. Et donc, je me sens une responsabilité collective forte. Et dès donc, les années 2000, on s'est dit, on peut pas continuer comme ça. Et donc, on a apporté une attention particulière sur notre relation à nos fournisseurs, notre relation à nos clients, notre relation avec nos salariés. Ce qu'on appelle les parties prenantes, hein. Évidemment, sans oublier l'actionnariat, puisque j'avais des associés. Et donc, on n'était pas une société coopérative, mais on était sans doute un début de ces sociétés-là. La société coopérative, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je ne m'y retrouve pas en totalité. Mais partager le pouvoir, partager le capital, travailler surtout pas que pour faire de l'argent pour les actionnaires. Enfin, c'est pour ça que je ne redis pas ce qu'a dit Emery. On ne se connaît pas, Emery, mais j'étais heureux d'écouter ce discours-là que je disais, j'adhère à 100%. Même s'il peut paraître idéaliste, la preuve montre, Emery avec la CABIF, que ça peut fonctionner. Donc, c'est ce qu'il faut retenir aussi comme message. Et donc, cette idée du collectif, de le faire ensemble, de donner du sens ensemble, est née dans l'entreprise. Et on va assez fréquemment au Vietnam, c'est pas terrible sur le plan écologique, je vous prie de m'en excuser, hein, mais on a de la famille, donc on va la voir. Et pendant le voyage 2013 où on est allé, il a dû se passer quelque chose, parce que quand je suis rentré en 2014 sur l'autoroute Paris-Nantes, j'étais dans un petit véhicule qu'on avait loué pour transporter nos enfants avec qui on était allé voir et dire au revoir en fait à un tonton qui allait décéder d'un cancer. Et là, j'ai dit, je dois quitter mon entreprise. Je dois quitter mon entreprise parce qu'en fait, j'étais rendu au bout
de mon entreprise dans la démarche dans laquelle je voulais emmener. En fait, si l'entreprise à mission était venue dans mes papiers à ce moment-là, que je ne connaissais pas, peut-être que j'aurais réussi à créer le virage, mais je n'ai pas réussi à créer le virage. Et je me suis dit, si je n'y arrive pas, si mes collaborateurs ne me suivent pas totalement, c'est que j'ai plus ma place. Parce qu'en fait, dans mon métier, j'étais quand même dans une logique, bonjour monsieur le menuisier, la scie circulaire que je t'ai vendue hier, mets-la de côté maintenant, mon fournisseur t'en propose une beaucoup mieux. Donc, je ne me retrouvais plus dans ces démarches-là, même si on avait une démarche vertueuse sur les produits. Malheureusement, ça a un peu disparu de la société qui s'appelait l'éclaireur éthique produit, qui permet de donner un guide d'achat à nos clients. Et donc, en 2014, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Mes associés ont décidé de ne pas continuer l'aventure du capital si je n'y étais plus. Donc, on a décidé de tous vendre. Mes associés sont restés dans l'entreprise et moi, j'ai quitté l'entreprise en janvier 2015. Et simultanément, je montais une liste sur Monnières, donc en 2014. Pour la petite histoire, sur une commune de 2000 habitants, nous étions la 3e liste à s'installer. On a monté la liste le 18 février 2014, un mois avant les élections. Et on a remporté les élections au 2e tour. Au 1er tour, nous a manqué une voix. Donc, ça a fait beaucoup sourire autour. Mais ça a créé quelques crispations quand même dans une petite commune où le maire sortant avait mis son équipe en place. Il arrêtait. Il a mis son équipe en place. Et vous aviez déjà intégré ce principe de démocratie participative sur cette liste ou pas encore? Alors, dans le bout de programme et de campagne électorale qu'on a fait dans le mois qui nous était qu'on avait, était axé que sur les enjeux développement durable, RSO, démocratie participative et le collectif. C'était vraiment ça la chose qui était clairement annoncée, et avec un point essentiel et qui vient en résonance très forte avec le sujet que vous traitez, que vous proposez ce matin, c'est que si vous voulez imaginer une quelconque démocratie participative, il faut revisiter ce qu'on appelle la démocratie représentative, nous les élus. Il faut revisiter la gouvernance des mairies. Je ne sais pas s'il y a des élus qui écoutent là autour de la table, mais c'est absolument… Alors excusez-moi, parce que je vais parler du côté de la médaille qui est un peu moins jolie. Il y a plein de choses jolies, il y a plein d'élus géniaux impliqués. Donc je vous parle que de l'autre côté. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et si vous le saviez, et si le monde de l'entreprise le savait, si les jeunes que je vois à l'écran le savaient, mais vous allez faire la révolution dans ces instances-là. Emery, je ne sais pas si tu connais des élus ou si tu connais les collectivités, mais c'est verticalisé comme vous ne pouvez pas imaginer. Alors qu'il n'y a aucune légitimité à ce que ce soit verticalisé, puisque une mairie, par définition, une commune ne m'appartient pas. Si je suis le propriétaire de mon entreprise et j'ai décidé d'être tout à fait verticalisé, celui qui n'est pas content, il s'en va. C'est mon choix, je suis légitime. Je ne dis pas que c'est bien, mais dans une commune, ça ne l'est absolument pas. Et donc, ce qui est indispensable si on veut mettre en place du participatif sur une commune, c'est-à-dire imaginer que l'ensemble, le collectif va fonctionner, il faut montrer que ça puisse fonctionner déjà dans l'instance même de la mairie. Donc, la première étape qu'il a fallu franchir, c'est que, en tant que maire, je partage le pouvoir. Donc, je rebondis sur les propos d'Emery. Je partage le pouvoir avec mes adjoints, et pas qu'avec mes adjoints, avec aussi tous les conseillers. Comment est-ce qu'ils ont réagi à ce moment-là? Parce que c'est assez inhabituel comme opération. Comment ils ont réagi, mes collègues élus? Oui, oui. Alors, mes collègues élus, en fait, ont été enthousiastes pour le projet, parce que si on dit à quelqu'un, tu sais, tu vas rentrer dans le bateau, puis tu vas pouvoir contribuer, tu vas pouvoir participer, tu vas pouvoir prendre des décisions, des initiatives, tu vas pouvoir être le pilote sur un sujet, a priori, certains vont avoir peur, parce que c'est inhabituel. Alors, ils auraient pu avoir peur, ils ne l'ont pas eu, ils ont eu raison. Et malgré tout, je restais… Alors, c'est une vraie question. La question, on ne va pas la débattre ce matin, mais c'est la question, où est-ce qu'on place le leadership avec le collectif et le ensemble? Je pense qu'un manager d'une entreprise à mission comme d'une collectivité comme Monnières, je pense qu'il a un rôle pour autant. Il a un rôle tantôt d'animateur, tantôt de pilier, tantôt de soutien, tantôt à générer de l'attention. Enfin, je pense qu'on a un vrai rôle. Et si on tient ce rôle-là, je pense qu'on va rassurer. Et puis, à un moment, si face à une décision, il faut s'exposer, il faut prendre ses responsabilités, ce que je faisais en tant qu'entrepreneur, ce que je fais en tant que maire. Et pour vous donner la posture que j'ai eue pendant quasiment les 2 premières années de mon mandat précédent, et que je continue maintenant sur le mandat nouveau, lorsqu'un de mes élus m'appelait pour me dire « Benoît, voilà, il y a tel citoyen ou tel dossier, j'ai telle question ». Il m'appelait pour connaître ma réponse. Ma réponse était de façon invariable toujours la même. Je disais, c'est quoi ta réponse? C'est-à-dire, je demandais la réponse à mon élu, et en fait, tout le monde a une réponse.
mais il demandait au maire, parce que c'est quand même le maire qui est le chef. Et ben, je demandais la réponse de mon collègue élu, et 99 fois sur 100, que la réponse me convienne ou me convienne pas, je disais, ça roule, on y va. Et en fait, il faut donner envie à quelqu'un de prendre de l'initiative, de prendre des décisions, et en l'emmenant lui aussi dans le collectif. Parce que si vous partagez avec vos adjoints, et tous vos adjoints font des petits capitaines ou des petits sergents-chefs, ils sont très verticaux, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut l'emmener jusqu'au bout, ça. Il y a des méthodes qu'on peut mettre en place, je pourrais vous le redire autrement, mais dans une commune, si vous voulez partager des collègues, il y a des solutions simples pour montrer qu'on a envie de la transversalité, qu'on a envie de l'horizontalité, qu'on a envie de la transparence. Il y a des solutions simples à mettre en œuvre qu'on a mises en place à Monière. Alors, quand on entend démocratie participative, on pense également aux administrés. On se dit qu'ils peuvent avoir un rôle, effectivement, dans votre administration. Est-ce que, c'est ça ma question, est-ce que vos administrés participent justement à cette démocratie participative que vous venez d'expliquer, pardon. Non, franchement, on ne va pas s'emmerder avec les habitants, quand même. Non, réellement, nous, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est qu'on touche nos indemnités, qu'on soit réélus. C'est quand même ce qui est le plus important. La moyenne des indemnités de mes collègues maires, on est 16 communes en intercommunalité, est de 3 200 € par mois. Et mon président gagne 5 900 € par mois. Donc, qu'est-ce qu'on irait s'emmerder à solliciter les habitants? Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais. Non, mais c'est direct, ça me plaît. Oui, j'en ai une dernière. Quand même, je pense qu'elle va être un peu mieux. Mais justement, vous avez déclaré, parce qu'on a fait des recherches, vous avez déclaré dans Ouest France en janvier 2020 que vous allez effectuer votre dernier mandat municipal. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ancrer vos projets dans le temps et faire perdurer le mouvement? Bon, enfin, excuse-moi, je t'ai tutoyé, mais c'est pas grave. Généralement, quand on me tutoie, c'est un signe de bienveillance et de respect, c'est qu'on ne me considère pas si vieux que ça. Donc, comment non, il faut quand même que je réponde à ta question précédente, parce que si je réponds pas, ils vont dire c'est quoi, c'est fou. Je vais répondre aussi à ça. Oui, on comprend le montage. Ouais. Je vous laisse surveiller le chrono. Hein. Oui, évidemment que les habitants peuvent participer, et c'est tout le rôle justement des élus de les y convier. Qu'est-ce qu'on a fait à Monière? On a fait des choses relativement simples. Vous savez que dans les communes, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des commissions municipales, et on a décidé d'ouvrir toutes les commissions municipales à des habitants qui le souhaitaient bien. Aujourd'hui, nos commissions sont donc ouvertes, ça s'appelle des comités consultatifs, c'est la préfecture qui nous dit que ça s'appelle comme ça. Et ces comités sont composés environ de 20-30% d'élus et de 70-80% d'habitants qui ne sont pas élus. Chacun a une voix dans ces instances-là. Elles sont présidées par un trio de coprésidents. Un est nécessairement un élu qui a la délégation du maire. Ça, c'est obligatoire, c'est sur un plan administratif. Il faut nécessairement avoir ça. Et les deux autres coprésidents sont soit un élu et un non-élu, soit deux non-élus. Donc, en fait, on a aujourd'hui dans toutes nos commissions, on en a 10. Ce sont des comités consultatifs. Ils sont tous ouverts aux habitants. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne à la condition qu'on a insufflé, impulsé, écrit de l'horizontalité, de la transversalité dans notre mode de fonctionnement auprès des élus. Et donc, aujourd'hui, les habitants se retrouvent dans ce projet. Et comment je peux répondre à l'autre question? En fait, c'est par la preuve de l'exemple. Tout à l'heure, j'entendais Émeric qui parlait qu'il fallait oser. Évidemment qu'il faut oser. Il faut expérimenter, il faut bouger les lignes. Donc, il faut oser. C'est ce qu'on fait sur Monière. Et après, par l'exemple et par le résultat, les habitants disent tout compte fait, oui, manifestement, ce n'est pas le maire qui décide tout. Il paraît même que le maire n'est pas au courant de ce dossier-là. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment décider de choses. Donc, aujourd'hui, je pense que la clé de la durabilité de ce modèle sur Monière, c'est la solidité et le plaisir que chacun a travaillé ensemble. C'est de fait mon dernier mandat parce que les élus ne devraient faire que 2 mandats successifs à un même poste. Donc, partagez-le à tous vos collègues élus que vous connaissez éventuellement. Et on ne devrait faire que 2 mandats simultanés, parce que ça, c'est un truc que vous ne voyez pas. Mais sur nos petits territoires, qu'est-ce qui fait que les élus ont des indemnités significatives? Eh bien, c'est qu'en fait, nous cumulons les mandats. Alors, je ne suis pas le bon exemple parce que je dis qu'il ne faudrait que 2 mandats, et malheureusement, j'en ai 3. Donc, je suis vraiment un politique, celui qui dit qu'il faut faire, mais qui ne fait pas.
mais je suis maire de la commune et comme tout bon maire d'intercommunalité, on est souvent vice-président de l'intercommunalité. Donc, je suis maire et vice-président de l'interco, mais je suis aussi en charge du groupe d'action leader, qui est un groupe qui, entre autres, rapproche l'Europe des territoires. Et en fait, si j'ai accepté ce mandat, c'est que je pouvais insuffler, impulser la dimension RSE, développement durable, dans le projet. Et en fait, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter en fait une vice-présidence de pays. Donc, je ne suis pas trop top là-dessus, il faudrait que je me soigne, mais j'espère que c'est pour la bonne cause quand même. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on peut ancrer sur un territoire? Eh bien, je crois que c'est si les habitants mesurent que lorsqu'ils viennent, ils ont leur part, ils peuvent contribuer, je pense que ça donne vraiment quelque chose de durable. Avec un rebond sur ce que disait Emery tout à l'heure, je crois qu'Emery le disait vis-à-vis de ses managers, c'est-à-dire qu'apporter l'information à ses collaborateurs, ça c'est un vrai travail qu'on a à faire. Joe Spiegel, qui est un élu très progressiste sur ces questions-là, nous parle de l'éducation populaire. La difficulté, c'est quelle information a l'habitant pour réellement proposer des décisions à leur âme et conscience. Et après, avec une énorme difficulté que je rencontre, et je pense qu'au bout du mandat, je l'aurai tout le temps, c'est que la somme des intérêts privés n'est pas égale à l'intérêt collectif. Et ça, c'est compliqué parfois lorsqu'on est face à un riverain qui nous dit bah, « moi, je voudrais ça ». Donc lui, il défend son truc et on ne peut pas lui en vouloir. Mais lorsqu'on est élu, mais c'est un peu pareil lorsqu'on est entrepreneur, on est dans une logique du collectif. Et parfois, lorsqu'un salarié nous demande quelque chose, bah, la somme des intérêts privés de nos salariés ou de nos clients ou de nos fournisseurs, ce n'est pas égal à l'intérêt collectif. C'est vrai aussi et complètement vrai pour une collectivité. C'est une des difficultés les plus importantes. Et juste sur la fin de ce mandat, ce que j'ai décidé pour envoyer un message à mes amis, les décideurs nationaux et la préfecture, que j'ai déjà dit, je vais arrêter mon mandat de maire 1 an avant la fin du mandat. Pendant 1 an, je vais rester conseiller municipal pour accompagner un ou une nouveau maire qui aura été élu par le conseil municipal, parce qu'une chose pitoyable dans nos instances démocratiques, c'est que lorsqu'un élu quitte son mandat, il n'a pas d'obligation pour accompagner le nouveau. Moi, lorsque j'ai pris le relais du maire qui avait fait 25 ans de mandat, il m'a quasiment jeté sur la table le téléphone et la clé de la mairie, et il est parti. J'ai pas eu un seul post-it de sa main, j'ai pas eu un mot de sa main. La seule trace que je vois de lui, c'est sa signature sur des actes officiels. C'est un monsieur bien qui a donné 25 ans de sa vie pour la mairie. Il n'a pas fait de conneries sur la commune de Monières, mais je trouve que sa sortie, elle est épouvantable. Et malheureusement pour lui, il ne pourra plus jamais la refaire. Et je pense qu'on devrait imposer, vous qui êtes plus jeune que moi, eh bien, il faudrait imposer qu'un élu territorial devrait, par exemple, accorder 3 mois de son temps après la fin de son mandat. On lui donne ses indemnités, comme ça il n'y aura pas de discussion. Pendant 3 mois, il est à disposition de la nouvelle équipe en fonction des besoins de la nouvelle équipe. Et comme malheureusement, ce n'est pas écrit, j'ai décidé de quitter 1 an avant. Et j'espère que le maire ou là, qui sera élu par le conseil, montera une liste pour en 2026 être élu. Merci. Pierre-Antoine. Ouais, j'ai bu les paroles de Benoît, et puis Benoît, on se connaît pas mal, et merci pour cette petite référence au Vietnam, et qui fait chaud au cœur, forcément. Et puis Alexandre Gabriel, je te laisse continuer là-dessus. Merci, franchement, merci Benoît, c'était très intéressant. On attaque avec le dernier intervenant, donc David. Il est où? David, il est à la gauche de l'écran, voilà, c'est ça. David, ouais, toujours là. Il est là, toujours là. Un petit mot d'introduction avant d'attaquer ces questions qui nous intéressent sur le management de demain. Vous, après plus de 30 ans d'expérience dans les ressources humaines et particulièrement dans le management opérationnel, vous êtes à présent consultant. Donc on le disait en off avant la table ronde, vous êtes consultant en relations entreprises à l'APEC, Nantes, sur des thématiques donc RH. L'APEC, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas l'APEC, mais on y va quand même. Elle a été créée en 1966, de ses initiales, donc c'est l'Association pour l'emploi des cadres, et c'est la plateforme d'excellence française, oui, d'accompagnement des cadres sur le marché de l'emploi. Vous expliquiez qu'il y avait un petit peu moins d'un cadre sur 2 qui étaient recrutés sur cette plateforme. Donc vous, particulièrement, vous accompagnez les PME et les PMI dans la structuration de leurs services RH. Et ma première question pour vous, David, c'est à la faveur du contexte actuel, donc on a quand même pas mal décrit, notamment avec Emery, on a vu que le télétravail s'était grandement démocratisé, mais il reste encore à apprivoiser. On voit qu'on est encore à une phase d'expérimentation, même si on en a
bien mangé pendant un an et demi. Alors, pour vous, selon vous, quelles sont les spécificités du management à distance et les qualités que doivent développer un manager pour s'adapter à ce changement et donc au télétravail? Alors, vous m'entendez bien là, c'est bon? Parfait. Parfait. Alors, tu as vu, je suis super bien conservé parce que j'ai pas 30 ans d'expérience. J'ai 23 ans d'expérience pour ton information. Peut-être que mon profil LinkedIn n'est pas à jour, je ne sais pas. C'est ça. Donc, effectivement, ça fait 23 ans que je suis dans les ressources humaines, 23. 8 ans de management opérationnel et j'ai la chance depuis 5 ans d'avoir créé avec mon épouse 3 petites entreprises familiales de 4 personnes. Ça fait 12 salariés multisites et c'est un vrai laboratoire RH pour moi aussi, pour essayer en tout cas d'innover avec les collaborateurs. Et l'APEC, oui, on accompagne les jeunes diplômés, les cadres en recherche d'emploi, mais aussi les cadres en activité, les entreprises à recruter, mais à gérer leurs ressources humaines souvent différemment. Et le télétravail, je commencerai par une stat, 7 cadres sur 10 aujourd'hui n'accepteraient pas une proposition d'embauche s'il n'y avait pas au moins un jour de télétravail par semaine. Attention, ça vaut pour certains secteurs d'activité, mais pas pour tous. Quand on est ingénieur de production ou chef d'atelier, on est forcément aujourd'hui en prod. Donc là, la crise sanitaire vraiment économique a hyper bousculé les aspects de l'entreprise, à la fois de l'organisation du travail jusqu'à certains business models de certaines entreprises, en passant aussi par les processus de production. On a à peu près gagné en France, je le disais ça, 7 ans de digitalisation. Donc forcément, tous les managers ont été sur le pont depuis 1 an et demi et on est revenu, je dirais, d'abord sur les fondamentaux du management puisqu'il a fallu quoi? Organiser tout simplement et planifier, mettre en œuvre l'informatique avec les fonctions support. Donc d'abord, avant l'innovation managériale, on est juste revenu sur les fondamentaux, organiser, planifier, déléguer. Donc voilà. Alors en 2020, pour information, on a fait une enquête sur le télétravail des cadres en temps de crise. Et pour la première fois en 2020, une majorité des cadres managers ont eu à encadrer des salariés en télétravail. Voilà. Donc, en septembre 2020, 63%, ils encadraient au moins un jour par semaine des télétravailleurs réguliers et contre 38%, vous avez vu, avant le déclenchement de la crise. Donc, on a carrément doublé. Donc, forcément, ça a carrément doublé, quoi. Donc, le management à distance a mis franchement en exergue le besoin d'accompagner ces managers et les managers, d'ailleurs, le demandent sur le sujet. Donc, il y a quand même des qualités je dirais, prépondérantes sous l'effet de la crise qui ont bousculé les pratiques et notamment de planifier encore plus son organisation en tant que manager, également de savoir prendre du recul et donner du sens aussi à l'activité. Ce que disaient Benoît et Emery de plus en plus, ça a toujours été une courroie de transmission, le management, mais j'ai beaucoup d'entreprises qui travaillent sur leur alignement, comme disait Emery, l'alignement à la fois de notre environnement avec nos clients, l'alignement du comité de direction, l'alignement des managers opérationnels avec leurs salariés. Et c'est un travail qu'il faut laisser le temps au temps, comme disait Emery. Ça peut prendre, je dirais, facilement 2 ans pour, je dirais, transformer cette culture. Alors, on avait vu en cours qu'une transformation, c'était entre 3 et 9 ans. Ah, ça peut facilement prendre entre 3 et 9 ans. De transformation, effectivement. Je me permets, pardon, de rajouter ça. Oui, bien sûr, mais l'alignement peut durer entre 2 et 3 ans et après, on va passer effectivement à la transformation. Et comme disait Emery, en plus, la culture, c'est un truc de fou, quoi. C'est d'une force absolument, c'est impalpable et c'est d'une force phénoménale dans une entreprise. Il faut laisser le temps au temps parce que l'entreprise a une histoire, elle a sa singularité aussi et les entreprises se nourrissent d'anecdotes au fur et à mesure de leur histoire. Donc, voilà, je pense que la bonne méthode, c'est ce que disait Emery, laisser le temps au temps et puis oser aussi d'autres modèles. Comme je dis souvent, j'ai eu la chance de pouvoir créer des petites structures où la création, c'est fantastique parce qu'on peut partir simplement des salariés, de voir ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils n'ont plus envie, et puis on part d'eux pour essayer d'organiser les choses en fonction de nos clients et en fonction de ce qu'ils ont envie. Et du coup, on travaille beaucoup sur l'autonomie et la responsabilité. Et du coup, travailler sur l'autonomie et la responsabilité, c'est accepter, comme disait Emery aussi, de perdre du pouvoir.
et de faire complètement différemment. Et moi, je dis souvent qu'un manager, il doit travailler à son inutilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il n'est pas là, il faut que la boutique, elle tourne, tout simplement. Donc, plus on va travailler sur l'autonomie et la responsabilité, plus on va créer forcément l'engagement. Donc, il y a un truc aussi qui s'est passé depuis un an, les dilemmes aussi des managers auxquels ils ont été confrontés, ça a été exacerbé par la crise. On a pu voir qu'il faut concilier à la fois l'autonomie, le contrôle, c'est devenu assez singulier dans l'entreprise, mais aussi d'avoir une relation à distance. Donc ça n'a pas été facile aussi pour les managers toujours. Et donc, il a fallu aussi concilier la performance de l'entreprise et aussi avoir de l'attention, comme disait Emery, de l'attention pour soi, mais aussi de l'attention pour ses collaborateurs. Donc, il a fallu concilier les deux et ça n'a pas toujours été évident pour tout le monde. Mais ce que je peux voir comme bonne pratique, c'est qu'à la fois, il a fallu garantir le cadre d'un côté, parce que je représente l'entreprise. Donc, garantir le cadre, ça va être aussi voir si on est toujours au clair sur les missions, peut-être les redéfinir en fonction de ce qui s'est passé, et puis travailler sur la confiance aussi de ses collaborateurs, tout en continuant à développer le sentiment d'appartenance à une équipe et à une entreprise. C'est un truc de fou quand on y pense. Et à la fois, je trouve que les managers sont plutôt bien sortis, de ce que je peux voir en tout cas. Et là maintenant, on est en train d'opérer une autre phase qui va être le retour sur site avec des gens qui ont vraiment envie de revenir, d'autres qui ont plus de difficultés à revenir. J'anime une plateforme RH qui s'appelle Open RH à la PEC également, où je suis avec les RH et qui me disent voilà, on est sur des accords de télétravail qui sont de l'ordre pour les fonctions, voilà, à peu près de 2 jours par semaine. Donc, il va falloir concilier ce management à distance et puis ce retour sur site et comment fédérer ce sentiment d'appartenance. Alors, le télétravail, il y a ceux qui vont le faire et ceux qui ne vont pas le faire. Clairement, là dans mon quartier, j'ai un chef de projet. Clairement, il me dit, moi, je quitte mon entreprise parce que j'ai besoin de mieux concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc, il y a une entreprise que je connais, elle fait le télétravail, donc je quitte mon entreprise. Voilà. J'étais avec des entrepreneurs l'autre jour qui disaient, David, on a des gens en entretien qui nous posent la question, clairement, est-ce qu'à 16h30, je peux aller chercher mon enfant à l'école et à 17h, je réouvre mon micro? Voilà, je ouvre mon micro et je vais travailler de 17h à 19h. Voilà. Donc, on est en train d'adapter à la fois nos propositions aussi vis-à-vis des salariés, mais attention, sans faire exploser aussi le collectif de travail. C'est pour ça qu'il y a des négociations dans les entreprises avec des représentants et tout le monde doit s'écouter pour trouver la meilleure solution. J'oublie pas aussi une chose, c'est que la plupart des entreprises ont des difficultés de recrutement. Même si on parle de crise aujourd'hui, chez les cadres, j'ai 46% de mes entreprises qui ont des vraies difficultés de recrutement. Donc, le fait de télétravailler aujourd'hui est un vrai facteur d'achat pour permettre de les attirer. On a beaucoup d'entreprises, par exemple, là, j'ai un collaborateur qui vient d'être recruté à Marseille et il travaille pour une entreprise nantaise. Voilà. Et il va venir une fois sur Nantes par semaine. J'ai un dirigeant de boîte, c'est une entreprise d'une centaine de personnes. Lui, il n'est pas de la région des Pays de la Loire, mais il adore Biarritz. Voilà, donc il allait s'installer en famille à Biarritz. Pas mal quand même. En plus, quand j'arrive, il y a le super 4x4 avec la planche, ça m'énerve. Quand j'arrive d'avoir, je le raconte pas. Voilà, mais il est super sympa. Et il vient 2 jours sur Nantes, tout simplement. Et ses collaborateurs savent très bien qu'ils peuvent le capter à tout moment. Mais comme il favorise, comme Emery, l'autonomie, la responsabilité, et ce que disait Emery, c'est inclusif de plus en plus. Ce que j'adore, c'est que les gens qui veulent venir parler de projets, ils peuvent en parler avec lui et forcément, ça crée d'autres relations. Donc, vous voyez, tout est possible. Ce qui est génial en ce moment, moi je dis que tout est possible. C'est incroyable. Je parle beaucoup d'intergénération aussi parce qu'on oppose souvent les deux. J'interviens beaucoup sur la génération Y, Z, etc. Encore une fois, c'est des concepts marketing. Je vous assure que le transfert ne se fait plus que des plus anciens vers les plus jeunes. Alors, les plus jeunes, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Plein de choses. Et vous avez un mérite incroyable. Moi, je vous adore. Vous avez su dire tout haut ce qu'on pensait parfois tout bas. Moi qui ai un quadrat. Et donc, ça nous a hyper imprégnés. Et j'ai souvent des gens de plus de 50 ans qui me disent à chaque fois, mais moi aussi, j'ai envie de prendre des plaisirs dans la boîte dans laquelle je travaille. Voilà. Donc, le
le télétravail, ce ne sera pas possible pour tous les métiers, mais ça va être, c'est hyper croissant. Donc, on a besoin, les managers souhaitent être accompagnés sur le management à distance. Ça, ils ont besoin d'être formés là-dessus, mais aussi les managers. Les manager aussi pour organiser leur semaine de travail et puis de plus en plus aussi gérer le temps de déconnexion. Ça paraît paradoxal, mais ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on travaille moins. Au contraire, je dirais, on arrive à des situations aussi d'hyperconnexion où les gens ne font plus la coupure entre le télétravail et leur vie privée. Donc, attention à ça. Par contre, un des atouts qu'on a pu voir aussi, c'est que le lieu de travail, quand on revient sur le lieu de travail, ça devient un univers de socialisation, comme disait Emery. Et c'est avant tout ça une boîte. Hein. Si c'est pour faire que de l'argent, on va tous être malheureux sur ce coup-là. Hein. Donc, l'idée aussi, c'est que cette relation, elle devient de plus en plus forte sur le lieu de travail. Et à la fois, le temps de travail effectif sur le lieu de travail, il diminue aussi. Il diminue parce qu'on a besoin de se socialiser. Donc, certes, la porte, elle est ouverte, mais parfois, on a besoin aussi de se concentrer. Donc, les managers interviennent aussi sur le temps de concentration sur le lieu de travail. Par contre, le télétravail, c'est plutôt le lieu aussi où on est sur des sujets de fond. Moi, j'engage souvent les DG de boîte. J'engage souvent les RH aussi. Prenez-vous au moins une demi-journée de télétravail par semaine, ou si possible, vous ne regardez pas vos mails. Et puis, vous êtes sur du travail de fond. Vous aussi, les managers et les DG, vous avez le droit à votre temps, à vous, à prendre soin de vous. Voilà, en tout cas, nous, on est là pour vous y aider. Voilà, mais c'est super ce qui se passe. Merci. Moi, j'ai une question par rapport aux soft skills. Vous avez parlé d'autonomie, de responsabilité, mais est-ce que finalement, les soft skills ne sont pas plus importants aujourd'hui pour manager en télétravail que les qualités, on va dire, intrinsèques? Alors, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec les anglo-saxons et alors, ce que je peux partager avec vous déjà, c'est qu'il faut remettre, c'est ce que disait Emery à un moment donné, quand on travaille sur l'alignement, on a des objectifs de mission et à partir des objectifs de mission, ça va nourrir aussi le rôle qu'on va impartir aussi à nos managers. Tout décline. Moi, je ne sais pas, un manager d'une entreprise chez la Camif ou un manager, on va dire, à l'APEC ou d'autres entreprises, encore une fois, il n'y a pas un modèle. C'est en fonction, effectivement, de ce qu'on va impartir au manager et en fonction du sens qu'on va donner à l'action. Et je remarque une chose, c'est que le recrutement en France est souvent mis un petit peu, je dirais, à la traîne. C'est-à-dire, c'est en plus de son activité, alors que chez les anglo-saxons, le recrutement, c'est juste nécessaire. Si vous recrutez bien, forcément derrière, vous tenez votre boutique, vous tenez votre climat social aussi, parce que derrière, ce qui se passe, ça ne retombe pas sur les autres. Je prends souvent l'image de Decathlon, dans laquelle je suis beaucoup intervenu, où juste, ils disent souvent, globalement, dans 5 ans, vous devez être à ma place. Quoi. Ils proposent beaucoup de potentiels managériaux. Donc, remettre le recrutement déjà au centre. Donc, si on recrute bien, on se facilite grandement la vie pour animer forcément les équipes. Et pour revenir forcément sur votre question, les soft skills, oui, ça devient prépondérant parce que c'est la relation à l'autre. J'étais au CESI cette semaine avec des alternants, ils me disaient à chaque fois qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui. Et ben, je leur disais, moi, depuis 23 ans que je recrute, je ne sais pas ce qui se passe. Je dirais j'ai toujours une présélection de 6 à 8 personnes. Et sur les 6 à 8 personnes, j'ai toujours 2 personnes qui sont lumineuses. Pourquoi elles sont lumineuses? Parce que déjà, elles arrivent à bien argumenter, à m'illustrer ce qu'elles ont fait dans leur entreprise. Et donc, forcément, moi, je la projette forcément dans la mienne ou avec celle des clients. Et puis, en plus, elles donnent envie de bosser avec. Et c'est tout bête, mais elles sont polies, agréables, elles sourient, juste les fondamentaux de la relation sociale. J'ai 3 petites entreprises dans le domaine de la petite enfance. Vous savez, un enfant, le mode de communication, vous savez ce que c'est d'abord? C'est le sourire. Si vous n'avez pas une éducatrice qui sourit, l'enfant ne va pas se sentir bien. C'est une vraie qualité. C'est la même chose dans les relations au quotidien. Donc, dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, s'intéresser à l'autre. Vous avez vu, il y a Didier Deschamps là, en ce moment avec l'Euro. Pourquoi ça fonctionne, cette équipe? Il a insufflé un truc de juste essentiel, c'est qu'on travaille les uns pour les autres. Voilà, moi j'adore quand il dit ça, parce que c'est exactement ce qu'on devrait insuffler. Donc les soft skills, mais c'est juste le bon sens, on est bien d'accord, de la relation humaine. Hein. Bonjour, au revoir, être à l'heure, s'intéresser aux autres. Oui, les soft skills, ce n'est pas également l'empathie ou la qualité d'écoute. On peut mettre beaucoup de choses dedans.
Ah, et la qualité d'écoute, ouais, c'est d'abord. Alors, l'empathie, c'est quelque chose d'hyper difficile, hein, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Donc, j'ai très peu de gens qui peuvent se déclarer empathiques. C'est quand même hyper compliqué, hein, on va pas faire un débat là-dessus, effectivement. Mais ne serait-ce qu'écouter l'autre, comprendre sa difficulté, le faire réfléchir aussi en tant que manager à comment il peut faire pour commencer aussi à prendre de l'initiative, parce que c'est certainement lui qui sait, de plus. Voilà. Et puis derrière, eh ben forcément, l'accompagner si c'est nécessaire, ou être un relais d'information pour lui mettre peut-être en place une solution avec un tuteur ou d'autres personnes. Ouais, c'est juste une qualité fondamentale du management aujourd'hui. Fini les modes un peu en pyramide où je sais, je vous dis comment il faut faire. Donc, ça veut dire, comme Emery disait, hein, aujourd'hui, on a d'autres qualités. Je dis souvent aux entreprises, si vous aviez à recruter de nouveau vos managers, vous auriez les mêmes profils. Et à chaque fois, alors, soit ils ne savent pas, parce qu'ils me disent, ben, finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'insuffler? Ah oui, mais ça revient aussi au sens qu'on souhaite donner à notre entreprise. Soit ils nous disent, ben non, parce qu'on a plus des gens qui doivent, animer des compétences, animer des équipes, les faire bosser ensemble de plus en plus. Vous savez, je suis avec une entreprise en ce moment, et Emery parlait des entretiens annuels. Ah, qu'est-ce que je suis d'accord avec lui. Oh là 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 là, faut qu'on se rende compte. Faut qu'on se rende compte, Emery. Vous savez qu'il y a aussi parfois des entretiens de cadrage dans les entreprises, hein, parce qu'à un moment donné, il y a quelques collaborateurs, à un moment donné, qui peuvent casser aussi je dirais, la colonne vertébrale d'une bonne équipe. Et ben, nous, on met en place parfois aussi des entretiens de cadrage, mais dans les ateliers de production, ça ne se fait pas en face à face, des entretiens de cadrage, parce que la relation hiérarchique serait trop forte. On les fait debout, on va se balader aussi. Et là, c'est l'inverse. Justement, quand on voit les baskets, c'est plutôt qu'un entretien de cadrage, Emery. Donc, voilà. Moi, ce que j'adore dans le recrutement et le management, en ce moment, quand on commence à donner le pouvoir un peu plus entre guillemets aux collaborateurs, et ben derrière on instaure d'autres modes de confiance et de travailler ensemble. Mais hey, c'est un souffle incroyable, hein. C'est génial. C'est vrai bonheur quand c'est comme ça. Donc les soft skills, oui, mais c'est que du bon sens. Ce sont que des comportements de la relation humaine. C'est tout, hein. C'est pas plus que ça, hein. Non, mais ça apporte un vrai éclairage. Alors, c'est un peu aussi dans le sens de ma question, parce que tout à l'heure, Emery et Benoît nous ont parlé finalement de nouveaux modèles d'organisation qui se mettent en place, et qui sont alors pour notre groupe inspirants. Et puis, si aujourd'hui il y a des lois pactes qui sont en place, etc., c'est qu'il y a aussi un virage qui se prend et on espère qu'il va perdurer. On a parlé de compétences autour de ça, ou en tout cas de posture. Faites plus la distinction, Emery le disait, je partage en tout cas ce point de vue, de se dire, bah, finalement, on est soi-même aussi au travail, on ne porte plus de masque. Alors, je fais une petite allusion, une petite note humoristique aussi avec ce qui se passe en ce moment, mais on enlève les masques finalement dans les entreprises. Il n'y a plus de séparation avec le télétravail, mais pas que, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Tout ça, c'est imbriqué, ça se mélange et ça se passe bien, malgré des freins, etc. Et derrière ça, on voit bien que ça rebat aussi des cartes. Et qu'est-ce que vous pouvez, ou qu'est-ce que tu peux nous dire, David, puisqu'on se connaît un petit peu aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet finalement des compétences comportementales qui vont être à faire évoluer? Alors, tu nous as parlé de relations humaines, etc. Moi, je pense à une qui est, pour les managers de demain, le lâcher-prise, puisque, comme le disait Emery ou Benoît, c'est aussi de se dire, c'est plus, voilà, on n'a plus le pouvoir est aplati, etc. Et la prise de décision, finalement, se fait en bas. Donc, comment tu peux nous éclairer, toi, David, qui est spécialiste autour des compétences et du recrutement là-dessus? Nous, futurs managers aussi. Vous allez voir, c'est un beau métier quand vous serez manager. Je vous retrouverai pour vous aider sur le recrutement. J'ai un métier fantastique parce que je vois tellement de secteurs d'activité, de façon de procéder. En tout cas, je travaille beaucoup sur les marques employeurs des entreprises notamment, et je suis d'accord avec Emery. Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent, David, donnez-nous des modèles. Mais non, il n'y a pas de modèle, il faut créer le vôtre. C'est pas parce que le concurrent le fait qu'il faut le faire. Et qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'il est peut-être en train de se planter en plus, vous ne le savez même pas. Donc, il faut inventer effectivement son modèle. Vous savez,
la marque employeur, c'est comment créer de la différence positive via sa culture d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'elle est forcément singulière et donc il faut partir de ce que vous faites aujourd'hui et de ce que vous voulez injecter, notamment dans vos équipes. Donc, aujourd'hui, sur les comportements, comment on a envie de transformer encore une fois son équipe de travail et son entreprise. Mais là, c'est pour ça que, Emery, c'est important aussi, c'est par le haut que ça doit venir. C'est-à-dire on doit insuffler aussi ce qu'on veut faire de notre entreprise et voir aussi comment le partager avec nos managers et surtout voir aussi est-ce que nos managers ont bien compris ce qu'on a voulu dire. Et ça, c'est important aussi. Je crois que parfois, on a des projets d'entreprise. Je vois beaucoup d'entreprises passer de 10 à 20, de 20 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200. Moi, je les accompagne sur ces passages et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est souvent raté, c'est la communication. Comment on va échanger là-dessus et on peut planter à un moment donné cette transformation par un manque de communication. Donc, il y a un gros travail à faire. Et la communication, j'assure, ce n'est pas que par un site internet. Tout simplement, revenir à discuter l'un avec l'autre lors des entretiens ou des réunions d'équipe. Vous savez, il y a un truc que j'adore, moi, c'est les réunions à la norvégienne. J'ai beaucoup travaillé avec les Norvégiens. Vous savez ce qu'ils font? Il n'y a plus de réunions dans les entreprises. Moi, j'adore, il n'y a plus de réunions déjà. Déjà, on gagne en temps de productivité, c'est pas mal. Mais des nouveaux modes managériaux, ce serait par exemple, je suis manager, j'insulte dans mon équipe qu'à tout moment de la journée, on peut avoir une réunion de 5 minutes autour d'un paperboard. Voilà, on n'est pas assis dans les chaises. Voilà, j'ai un problème, c'est le manager, c'est le DG, c'est le collaborateur, j'ai un problème, on réfléchit ensemble, on trouve la solution ensemble et ça marche plutôt bien. On parle toujours de bien-être et de climat social. Je vous assure, ça ne se décrète pas, clairement. C'est le travail ensemble qui fait que tout va bien se passer parce qu'on partage. Voilà. Donc, ça va aussi avec, forcément, ce que tu me dis, c'est quoi le manager de demain? C'est faire bosser les gens ensemble. Et tu as des petites techniques pour ça. Hein. Tu mets au milieu de la pièce simplement ton paper où on échange ensemble à tout moment de la journée et on travaille ensemble, on partage des idées, mais tu n'as plus besoin, même si tu travailles dans un Algeco, hein, clairement, hein, pas parce que tu auras les dernières couleurs à la mode, ça va bien se fonctionner, hein, on est bien d'accord. Même dans un Algeco, j'ai très bien vécu mon métier de manager dans un Algeco avec mon équipe à une époque. Hein. Voilà, c'est qu'est-ce que tu vas insuffler. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'il faut tester, oser, se remettre en cause. Et moi, je suis d'accord avec Emery. Il dit, j'ai noté la phrase, Emery, hein, oser, c'est celui qui prend des risques, mais celui qui ne prend pas de risques, à un moment donné, il se met en danger aussi aujourd'hui. Et en plus, il ne va peut-être pas attirer les jeunes générations, mais aussi les plus anciens qui ont envie de travailler différemment aussi. Merci, on tient le Merci, David. Parfait. Merci, David. Sans traduction, on pose aux questions. Écoutez, on va pouvoir passer aux questions. On a encore Emery pendant 20 minutes, on va essayer d'en profiter. Moi, j'en ai déjà une première. Tu veux dire quelque chose? J'en ai une première de Nicolas. Donc, merci Nicolas pour ta question. Il témoignait du fait qu'il entendait finalement dans tous vos témoignages parler d'entreprises libérées. Donc, cette question, elle est destinée à personne qui veut la prendre. Entreprise libérée, est-ce que ça colle? Peut-être nous expliquer brièvement ce qu'est l'entreprise libérée pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui souhaitent la prendre, cette question. Je lance la bouteille à la mer. Vous ne battez pas, sinon je désigne. Emery a envie de la prendre. Bravo Benoît. C'est comme ça que Benoît manage. C'est bien. Merci ça. Benoît. Hein, c'est un bon style de management. Ah, il s'est délégué. Hein. Ah, il est fort hein, quand même. Hein. Ah, moi je le trouve fort le Benoît. Écoutez, nous, j'ai mis le lien dans le post, dans le chat. Là, on a été interviewé pour le wiki Reinventing Organization. Donc, c'est en anglais, mais sur certaines pratiques de Camif. Mais je voudrais vraiment redire ce que j'ai dit dans mon propos introductif et d'ailleurs ce que tu dis aussi, David, il n'y a pas de modèle. À chacun d'inventer son propre modèle en fonction de sa culture d'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des métiers de l'entreprise, en fonction de l'implantation géographique de l'entreprise, en fonction du projet et de la mission. Donc, moi, je suis toujours très humble et surtout, je ne cherche pas à… Enfin, je voudrais pas que notre témoignage serve de modèle parce qu'il n'y en a pas. Voilà.
On peut s'inspirer de bonnes pratiques, on peut expérimenter des choses et je pense qu'il faut expérimenter beaucoup de choses parce que tout doit bouger. Ce qui est sûr, c'est que nos entreprises, elles rentrent dans un temps où elles doivent s'adapter en permanence, où la transformation, elle ne dure pas 9 mois, 9 ans, elle dure toute la vie de l'entreprise. Et le jour où l'entreprise ne se transforme plus, elle est morte. Donc, il faut en permanence inventer de nouveaux modèles, inventer de nouvelles. Et donc, pour ça, il y a un socle de valeurs et de pratiques et de savoir-être qui est, pour le coup, par contre, assez indispensable si on veut voir éclore toute cette énergie positive, toute cette tension créative qui va se passer dans l'entreprise, qui va faire que le projet est passionnant et qu'on expérimente des choses. C'est l'exemplarité du dirigeant. Je crois que le dirigeant, s'il est vertical, bah, tout le monde sera vertical dans l'organisation, il n'y a pas de doute. Donc, il doit commencer par abandonner le pouvoir. Moi, aujourd'hui, je passe plus de la moitié de mon temps à gérer plutôt des interventions, l'association de la communauté des entreprises à mission, et je passe moins de la moitié de mon temps dans mon entreprise Camif. Pourtant, on a énormément de projets, énormément d'enjeux, mais l'équipe a pris la place. Voilà. Et donc, le plafond de verre de l'entreprise, c'est le dirigeant. Il faut savoir abandonner le pouvoir. Le deuxième socle important, c'est la confiance. Tu l'as dit, David aussi, c'est essentiel. Si on n'a pas la confiance, si les collaborateurs ne sentent pas un environnement où ils peuvent expérimenter, ils n'expérimenteront pas. Et donc, la confiance, et moi je prends souvent l'exemple des enfants qui apprennent à marcher. Est-ce que vous savez combien de fois un enfant tombe avant de marcher? 1000 fois, oui, Ouais. beaucoup. 2000 fois à peu près. Et est-ce que vous savez du coup pourquoi il marche? Parce qu'il s'est relevé. Pourquoi il marche? Vous pouvez nous aider, hein, les autres, hein, vous avez le droit, hein. Comment? Il voit les autres debout. Il voit les autres debout? On a Carole qui nous dit… Ouais. Et tu disais, Anaïs? La même chose. La même chose. Non, on pourrait se dire, après être tombé 2000 fois, il a appris, quoi. Mais non, ce n'est pas pour ça. S'il a réessayé 2000 fois ou 1999 fois, c'est que jamais dans le regard de ses parents, il a vu le moindre doute sur le fait qu'il y arriverait. Ça, c'est une sacrée leçon en termes de management. Vos équipes, est-ce que vous acceptez qu'elles se plantent 1999 fois pour arriver au succès? Pourtant, le succès, ça n'est qu'une succession d'échecs. Pourtant, le succès, c'est que ça n'est que l'aboutissement de plein de tâtonnements qui ont fait qu'à un moment donné, on nous a fait confiance de réessayer, on nous a fait confiance de réexpérimenter, on a fait confiance au fait qu'on allait réussir quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça, c'est quand même c'est un climat qui n'est pas simple à instaurer, surtout que la confiance, elle se gagne vraiment en gouttes, mais elle se perd en litres. Donc, un écart, et David l'a dit, il y a aussi des comportements toxiques dans l'entreprise. Un écart d'un manager, ça peut tout casser. Et ça va extrêmement vite. Donc, et ça, je crois que c'est le rôle des managers, d'être le garant de ce socle de confiance, de cet environnement propice à travailler ensemble. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions Qui sont arrivés dans le chat non. depuis. Est-ce que… On a noté que c'est génial et que c'est un challenge. Thémo, ça ne m'étonne pas qu'il participe. Merci Thémo. Petit clin d'œil. Il est dans notre promo. Ah, peut-être une question. 2000 fois, mais pour la même raison. Ah bah ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Moi, je m'étais noté une question. Je pense que ça va plutôt être pour David, mais enfin, si Benoît ou Emery, vous voulez l'apprendre, il n'y a pas de souci. Alors, on parle, voilà, d'encourager, de faire la différence, d'être authentique, d'être dans l'originalité, que ce soit pour les personnes, mais je pensais surtout aux organisations, d'oser. Mais pourtant, alors, c'est vraiment une observation totalement personnelle, c'est subjectif, ça n'engage que moi. J'ai quand même l'impression, je généralise, mais j'ai l'impression d'une standardisation. Moi, de tout ce qui est entreprise, de tout ce qui est valeur, de tout ça, enfin déjà, est-ce que vous partagez ce constat? On invite à la différence et pourtant on a un cheminement collectif qui va plus vers une standardisation. Et voilà, est-ce que vous partagez? Selon vous, qu'est-ce qui explique ce mouvement? Alors, j'ai peut-être la chance d'être sur Nantes et d'accompagner tellement d'entreprises qui se développent, des entreprises de 10 à 50 personnes, qui ont envie de faire
autrement. Alors, la standardisation est liée parfois, c'est sûr, à certaines entreprises qui ont un mode pyramidal, mais je me suis aperçu d'une chose aussi ces dernières années, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu justement dans des modes de standardisation en tant que salariés, et quand ils arrivent dans d'autres entreprises où ils ont envie de travailler sur un mode, on va dire, plus responsable, plus libéré, eh ben, c'est compliqué pour ces personnes-là parce qu'elles ont été tellement imprégnées pendant 20 ans que derrière, voilà. Donc, ce n'est pas que l'entreprise aussi qui doit se transformer, c'est aussi les salariés. Je vous prends un exemple pour la création de ces petites activités. Je fais mes entretiens le vendredi. Le vendredi pour leur dire, voilà, on travaille sur l'autonomie, la responsabilité. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes des équipes de 4 personnes. Donc forcément, 4 personnes, vous imaginez, s'il y en a une qui est absente, c'est pas possible. Ça devient compliqué, c'est 25% de l'effectif. Donc, elles ont travaillé parfois dans des grandes structures. Et je leur dis, là, c'est pas comme ça. On remplace pas. C'est-à-dire, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui est malade, et ben derrière, vous vous challengez entre vous pour savoir qui la remplace et on tient un tableau d'équité. Tout simplement, voilà. Et ben ça correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui me disent, ben non, moi je peux pas fonctionner comme ça. Donc on leur demande en matière de recrutement de revenir vers nous le mardi pour savoir si elles sont d'accord avec le projet d'entreprise. Voilà. Et c'est là qu'on fait les meilleurs recrutements parce qu'on est en phase sur le projet d'entreprise ensemble. Donc la standardisation, aujourd'hui, pas tout à fait d'accord parce que je vois que des entreprises, en tout cas pas mal d'entreprises, notamment dans le digital, notamment le numérique, dans l'ingénierie et même dans le sanitaire et social, je commence à en voir aussi, qui veulent faire complètement autrement. Il y a beaucoup d'entreprises que j'accompagne sur le recrutement collaboratif, par exemple. C'est-à-dire, c'est plus le manager qui recrute tout seul, c'est les salariés. Ils vont recruter leurs futurs collègues. Et c'est génial parce que vous les formez aussi au recrutement. Et donc, derrière, en plus, ça facilite l'intégration parce qu'elles ont choisi la personne avec qui elles vont bosser sur des critères, évidemment, et le manager est là pour valider. Voilà. Vous voyez un peu? C'est génial. Donc, standardisation, oui, sur des modèles parfois qui ont besoin d'évoluer, mais alors, j'ai entre guillemets, une race de dirigeants qui ont observé autour d'eux, des salariés qui ont observé autour d'eux et qui ont envie de faire différemment parce qu'on ne s'éclate plus, il n'y a plus de plaisir, donc on a envie de reprendre du plaisir, tout simplement. La standardisation, elle est en train de tomber. Là, en ce moment, on est vraiment sur une période de transition, de changement. Là, c'est une question de temps, il faut être patient. Oui, il faut être patient. Après, vous avez forcément des processus de production, notamment, par exemple, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, où la standardisation par l'outil de production est évidemment nécessaire. Mais sur les modes de collaboratifs et managériaux, les managers vont forcément évoluer. Et on aura les deux. Il faudra à la fois animer les compétences, fédérer une équipe de travail et toujours développer ce sentiment d'appartenance. Mais alors, il faut faire revenir les gens sur le travail, la capacité aussi à représenter le cadre. J'étais avec un expert comptable associé l'autre jour qui me disait, vous savez, moi, représenter le cadre, il n'y a pas de souci pour moi, je suis arbitre de handball. Et lui, c'est juste naturel. Pourquoi? Parce que à la base, si on ne fait pas respecter ce cadre quand même, tout implose. Voilà, il suffit d'une personne, comme disait Emery. Et là, on met à mal sa colonne vertébrale. Donc, il faut faire un 180 degrés en tant que manager en ce moment. Faire représenter le cadre, avoir du courage, mais aussi à côté de ça, animer ce collectif et forcément perdre du pouvoir. Moi, c'est ce que je dis souvent PDG, ça veut dire prof de gym. Ah, j'aime voilà. bien. C'est ce qu'il faut arriver à insuffler dans l'entreprise, des changements réguliers, des petits pas, que tout le monde reste en forme. Voilà. Merci David. Alors, on a une dernière question. David et Emery, oui. On a une dernière question. Donc, Nicolas, merci encore pour ta question. Je crois qu'on n'a pas entendu Benoît, donc au hasard, ça va être pour vous. Comment, selon vous, enfin c'est ce qu'il demande, Nicolas, comment insuffler les nouvelles valeurs ou des valeurs aux dirigeants qui n'auraient pas encore compris cette nécessité des valeurs? Une bonne question. Ok, vous avez 2 heures. D'ailleurs, je remercie Nicolas de l'avoir posé. Non, bon, je ne veux pas la faire politique. Pour moi, je reviendrai d'ailleurs sur un mot qu'a utilisé juste à l'instant Emery, que j'avais noté parce qu'on ne l'avait pas cité précédemment. On a cité exemplarité. Dans exemplarité, il y a exemple aussi. Je pense que si on s'inscrit dans une logique du oser, comme nous le propose Sénèque, et comme les petits-enfants se le rappellent, même s'ils tombent 2000 fois, si on ose, si on expérimente, si donc on réalise des choses, si on écoute le témoignage d'Emery et de la CAMIF,
ben, on regarde quelque chose. Le modèle est certainement pas tout vertueux, ça serait trop beau que tout soit tout nickel, mais c'est une expérience. Comme a dit Emery, comme David le reprenait aussi, faisons notre modèle, et si d'autres voient un modèle qui fonctionne, et ben là, on peut donner envie. Et là, un manager à côté qui n'a peut-être pas les valeurs ou qui n'a peut-être pas compris, il se dit tiens, ben, tout compte fait, ça marche son truc. Et donc, ça, on peut peut-être l'emmener. Donc, je pense qu'il est illusoire de vouloir transformer un manager qui ne veut pas y aller, ou un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Mais par l'exemple, qu'on soit une collectivité ou une entreprise, en fait, on peut donner envie par l'exemple que nous produisons et par les résultats que nous produisons. Si on est une équipe qui est en bonne santé, en bon état, qui a du plaisir, a priori, l'équipe elle témoigne, hein. Les collaborateurs le partagent, donc ça s'entend. Donc ça donne de l'envie et ça emmène les autres. Je pense que c'est vraiment par l'exemple. Et je rajouterai une chose au mot exemplarité qu'on a cité tout à l'heure. Je rajoutais le mot cohérence. Si on est en cohérence dans nos actes, dans nos paroles, si on est en cohérence dans nos chemins de vie, d'abord, on va se sentir aligné, ce sera mieux pour nous. Et a priori, on va donner aussi envie aux autres. Et donc, je pense que c'est par cette façon-là qu'on peut faire bouger les lignes. Et puis, si un jour, on se retrouve dans une entreprise où son top manager, en fait, n'est pas en résonance avec nos valeurs, il faut vite se casser, il ne faut pas y rester, quoi. Et puis, je profite de vous partager aussi une autre chose. C'est une conviction toute personnelle de mon parcours d'entrepreneur. Je suis convaincu que l'entreprise de demain sera plutôt de la petite PME, des petites PME qui vont se mutualiser, qui vont coopérer entre elles, plutôt que des gros mastodontes. Et je suis convaincu aussi que plus vous impliquerez vos collaborateurs au capital, je ne suis pas SCOP, mais peu importe, type SAS, SRL, capital variable, enfin, il y a plein de solutions qui peuvent permettre d'impliquer les salariés au capital, plus je pense qu'on aura aussi une clé qui facilitera, qui donnera d'une autre couleur au management de demain. On a un terreau quand même favorable en France, puisque 90% des entreprises françaises sont des toutes petites entreprises ou des PME, contrairement à d'autres pays voisins. Voilà. Et avec un point, si j'avais 30 ans et que je créais ma boîte aujourd'hui, j'avais déjà pris des associés. Clairement, je ferai en sorte que mes collaborateurs soient associés. Et si demain, vous vous retrouvez dans une entreprise où la main-d'œuvre se fait rare, un exemple, le monde du bâtiment aujourd'hui, où ça devient une catastrophe, vous pouvez être un super manager, super horizontal, tout ce que vous voulez. À un moment ou à un autre, je pense qu'il faudra aussi partager, non pas le pouvoir, parce que là, on parle de partager le pouvoir aujourd'hui, mais de partager aussi, quelque part, la richesse produite par l'entreprise. Et donc, il faudra partager aussi le capital. Ce sera, à mon sens, aussi une clé du management. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur cette question? Comment insuffler les nouvelles valeurs ou les valeurs aux dirigeants qui n'auraient pas encore compris? Alors, oui, moi je pense oui. qu'il y a un chemin personnel du dirigeant qui est indispensable. Donc, il n'y a que lui qui peut faire ce chemin. On ne peut pas lui imposer ce chemin. Il faut qu'il y ait une volonté. Probablement, les dirigeants avec des jeunes enfants, il va faire un chemin parce que les enfants vont le pousser à réfléchir à ce à quoi il contribue et à quel monde il est en train de créer pour demain. Et puis, les collaborateurs au sein des entreprises peuvent aussi jouer un rôle et quelque part amener par la pression un peu interne, un changement du dirigeant, des managers, parce qu'on a envie de partager au projet, mais sous certaines conditions, qui peuvent être des conditions de partage, de plaisir, de retrouver de la bienveillance. Voilà. Et je pense que ça vient, tout le monde est acteur. Hein. Ce n'est pas uniquement le dirigeant qui est responsable du climat de l'entreprise, chacun est acteur du climat de l'entreprise. Et nous, c'est ce qu'on offre d'ailleurs au sein de la communauté des entreprises à mission, un cadre de partage pour les dirigeants qui veulent cheminer sur le chemin de l'entreprise à mission. C'est extrêmement riche de pouvoir échanger, partager. Le dirigeant, il ne doit pas être seul, hein, parce que s'il est seul, il n'y arrive pas. Et finalement, on arrive in fine à un dirigeant qui trouve sa colonne vertébrale, sa cohérence, du sens au projet. On a aussi, en tant que dirigeant, besoin de sens au travail et qui trouve ce fameux ikigai, hein, en quoi je suis utile, est-ce que j'arrive à trouver un modèle sur est-ce que j'aime ce que je fais, voilà, je trouve que c'est bien. Ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est payé, ce dont le monde a besoin et ce qu'on aime faire, l'ikigai. Exactement. Et bien là, quand on a ça, donc on est un dirigeant heureux ou un homme, une femme heureuse. Super, merci. C'est inspirant, une fois de plus. Et il y a David qui voulait juste rajouter un petit mot. Et
Et simplement sur les valeurs, c'est un travail où les valeurs, c'est ce qui nous guide quotidiennement, ensemble. Donc, encore une fois, je vois beaucoup ces mots dans les entreprises, mais il n'y a pas toujours un travail de fait là-dessus. Donc, il faut travailler collégialement sur ce sujet, ce qui nous guide ensemble. Et je revenais sur la notion aussi, on fait porter beaucoup de choses sur l'entreprise aussi parfois. Certes, les entreprises doivent se transformer, mais aussi les salariés. Tout le monde doit faire un pas de ce point de vue-là. Et je dis souvent, certes, il y a des droits, mais aussi il y a des devoirs. Aussi, c'est la relation aussi contractuelle et il ne faut pas oublier ces devoirs non plus. Voilà. Donc, il y a l'entreprise, mais aussi les salariés. Et comme ça, on vit tous bien dans notre environnement. Voilà. Merci David. Alors, vous avez vu apparaître des mots affichés qui sont finalement des mots qui ont retenu l'attention de l'ensemble de notre groupe pendant cette table ronde. Je voulais aussi partager, avant de libérer Emery, parce qu'on a dit qu'on le libérait à midi et il est midi, je voulais partager aussi cette petite facilitation graphique de notre amie Laura. Alors Laura, avec qui vous avez échangé, Emery, hein. Voilà. Donc, j'espère que c'est dans le bon sens pour vous. C'est bon. Ah ouais, j'adore la Oui, basket. oui, c'est parfait. Voilà, c'est un début, mais ça va se finaliser et on va vous le transmettre pour si vous voulez le partager sur les réseaux sociaux ou autres. Ce Génial. sera à votre convenu ou l'afficher chez vous, avec Amif, avec grand plaisir en tout cas. Donc on en a un pour chacun, mais Emery, comme je sais que vous devez nous quitter, et encore un grand merci pour votre participation. C'était vraiment très inspirant. Pour être très honnête avec vous, sur les propos d'Emery, Benoît ou David, émotionnellement, ça m'a mis les poils. Voilà. Oh, ben, formidable. Donc c'est inspirant, ça nous inspire, je pense, pour nous tous. Donc merci pour votre participation. J'espère que nos chemins se recroiseront un jour ou l'autre dans divers contextes. Et puis bonne route à vous, Emery. Et puis je vais continuer à partager. Merci à vous. Merci Emery. Bonne Merci journée. beaucoup, Au revoir Emery. David, au revoir Benoît. Au revoir, Emery. C'était un plaisir. Beaucoup et content d'avoir fait votre connaissance tout à l'heure. Oui, moi aussi. Moi aussi, à bientôt. Donc on vous fournira les contacts des uns des autres pour si vous avez Très besoin bien, de très bien. partager des choses, parce que Avec plaisir. je sens qu'il y a plein de choses à se dire. Au revoir Emery. Au revoir. Merci. Bonne journée. Donc, je continue à partager. Donc, là, c'était la facilitation graphique autour de David Lemoine. Voilà. C'est bon, ça passe ou pas Ouais, c'est bien, dis donc. Merci, c'est chouette. Voilà, donc Laura, vous l'avez en direct aussi dans la fenêtre, puisqu'elle a mis cette vidéo. Donc, c'est elle, notre Stagiaire. Non, pardon. Pardon, ouais. Zut. Et puis, voilà, on a vu aussi. Et voilà pour Benoît. Donc, c'était aussi notre petit clin d'œil aussi sur cette table ronde. On a aussi des talents et des compétences qui nous amènent à regarder le monde différemment. Laura, elle nous aide aussi là-dessus. Donc, super. Merci. Voilà, donc tout ça, ce sera. C'est ça, tu vas retravailler encore un peu dessus, Laura, c'est ça? Parce qu'en 1h30, c'est short. On a dit, elle ne faisait pas se dire j'y vais pas, je fais pas. On dit mais si, on y va. Et puis on ose. Donc, comme c'était un des mots qui nous a suivis sur cette table ronde. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez. Dernière question. Allez, dernière question. Ah bah alors on y va. Dernière question de Allez. Sébastien. Ah oui. Tu veux la poser, Carole? Vas-y, on t'écoute, Carole. Vas-y. Alors, je ne vais pas lire tout le message. Mais... Attends, est-ce qu'on l'entend bien déjà? Non. Oui. Oui, on l'entend. Oui. Ouais. La question qui est à la fin du message, c'est le management doit-il tendre vers une démarche de right man on the right place? Voilà. La bonne Parce qu'il y a personne, quand la même bonne une personne. volonté naturelle de fédérer l'aisance et les talents. La bonne personne au bon endroit. Ouais, toutes ces. Ah, on bouche un coin. Non, moi, pas pour moi. Non, mais je crois pas à cet anglicisme. Je pense que les gens sont beaucoup plus capables de beaucoup de choses qu'on laisse croire. Je pense que les gens sont, même les hommes, mesdames, je pense qu'on peut être multitâche. Oui. Je crois qu'en fait, pour rebondir sur une des intros d'Emery tout à l'heure, il n'y a pas un modèle. Donc, je pense qu'il y a plein de modèles. Et je pense qu'il faut laisser beaucoup de place à la prise d'initiative, ce qui malheureusement, moi qui suis jeune depuis 60 ans, je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, moi dans mon éducation,
Alors nous, on était appelés des rebelles, mais en fait, aujourd'hui, on serait des gens tout à fait ordinaires comme vous tous autour de la table. Mais il faut laisser les gens expérimenter, oser. Tout à l'heure, ce que disait Emery, si un enfant tombe près de 2000 fois avant de marcher, ben, malgré tout, aujourd'hui, heureusement, on est nombreux à marcher, on ne va pas faire état, heureusement, pas cette chance. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est possible. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles. Il ne faut pas laisser croire qu'en fait, on serait fait que pour une seule chose. Alors, c'est vrai qu'on a des talents, des fois plus pour un ou pour l'autre, mais on les décèle. Mais je pense qu'on a surtout plus d'une place possible. Un autre élément que j'aimerais vous partager, je me permets, c'est que si demain vous êtes manager dans une entreprise, si vous n'êtes pas le leader de l'entreprise, si vous n'êtes pas bien, barrez-vous. Restez pas dans les boîtes où vous n'êtes pas bien. Il faut que les entreprises vous apportent le sens. Emery le disait, pour moi, c'est essentiel. Donc, si vous connaissez des potes qui bossent chez Coca-Cola, il faut qu'ils partent en courant parce que Coca-Cola, c'est que des trucs qui empoisonnent le monde. Donc, il faut trouver des entreprises à mission. Toutes les entreprises devraient être à mission, nécessairement. Parce qu'en fait, les enjeux sociétaux, environnementaux, sociologiques sont tels qu'il va falloir qu'on se bouge et qu'on se bouge sérieux et que votre génération se bouge sérieux par rapport à la mienne qui s'est bien gavée, quoi. Donc, aller dans des endroits où il y a du sens, le management aura beaucoup plus de facilité, sera beaucoup plus fluide dans une entreprise où le sens sera co-construit avec tous les collaborateurs et toutes les parties prenantes. Merci. Je crois que David aussi voulait intervenir, non? Non, je vois les paroles de Benoît, je suis tout D'accord. à fait d'accord. Vraiment, le secret, c'est de travailler sur l'autonomie, la responsabilité qui crée l'engagement, et tu peux être que dans la co-construction comme c'est comme ça. Et en plus, ça fait, en tant que manager, quand je dis que je travaille pour l'inutilité, c'est qu'à un moment donné, je me concentre plus justement sur l'organisation ou le développement dans ces cas comme ça. Mais les équipes, ça y est, elles s'autogèrent, elles prennent des initiatives, et bah, forcément, elles s'éclatent, quoi. Donc, faisons confiance aux gens et puis faisons-les parler aussi. Voilà. Et du coup, on les écoute et on a des modèles organisationnels qui se créent avec eux. Je rajouterais peut-être une chose sur ce que j'ai partagé et sur ce que, pour rebondir. Ayons soif d'apprendre et assurons-nous que les gens qui bossent autour de nous aient soif d'apprendre. Et donc, soyons des vrais passerelles vers la formation. Moi, j'ai donc 60 ans, disais-je, et je suis toujours des formations. Une fois par mois, je suis en formation. Et donc, il faut avoir soif d'apprendre pour pouvoir justement bouger, parce que c'est sûr qu'on peut être peut-être multitâche, on peut peut-être faire plein de choses, mais il faut aussi apprendre. Et donc, il faut apprendre tout le temps. Et je pense j'espère que j'apprendrai encore à 149 ans la veille des bonnes parce que je peux vivre jusqu'à 150 ans, c'est pour ça. Mais ça, je ne l'avais pas dit avant. Merci. Merci. Franchement, merci. C'était très, très instructif. Juste moi, un petit mot, que c'est le mot de la fin. On fait une seconde conférence tout à l'heure à 14 h pour celles et ceux qui seraient disponibles. Les invitations, enfin les inscriptions plutôt sont encore ouvertes. Ce sera sur ce même lien, oui, dans tous les cas. Donc, si ce sera sur le même lien. Voilà, si jamais une petite envie de digestion en écoutant, on va avoir du beau monde également. Voilà. La porte est ouverte. Voilà. On va avoir d'autres modèles inspirants qui sont plutôt sur le modèle de la start-up, avec la start-up Ecovélo. Et puis aussi comment une organisation historique comme la SNCF s'adapte aussi à ces changements. Et puis, on aura aussi un professeur, un axe un peu plus académique, voilà, effectivement. Professeur des universités qui est Marc Bidan, qui va venir nous partager aussi son regard sur le monde de VK. Et puis, aussi dans le modèle de la construction, Benoît parlait du bâtiment tout à l'heure, dans le modèle de la construction et des grands projets aussi, voilà, quelles sont les innovations managériales aussi dans ce domaine-là, avec et comment ce domaine-là s'adapte avec Laurent Julez, effectivement. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus à dernier. Et voilà, donc notre facilitateur graphique aussi qui est Antoine, donc en cours aussi d'élaboration, mais voilà, on a des talents, donc on vous les fait partager. Et vous avez tous des talents, il faut monter votre boîte, hein, je dis ça comme ça. Du coup, non, ne donnez pas de mauvaises idées. Benoît, un an, mais en tout cas, arrête, tu nous adores. Oui, je rigole. Merci à vous tous participants. C'est très intéressant. Nos deux intervenants, David et Benoît, si vous voulez rester encore 5 minutes juste pour qu'on échange sur la fin, mais sinon, autrement, on vous souhaite à toutes et à tous, c'est quoi, il est 12h08, un bon appétit, du coup, ça va être l'heure. Et à 14 h. Et puis, à 14 h pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Merci, j'espère que cette table ronde a été très inspirante et finalement, on va répondre à la question tout à l'heure de Nicolas ou l'affirmation, comment on fait pour
pour partager partager ce message-là aux futurs dirigeants et partager ces valeurs, eh bien, voilà, vous avez de la matière pour partager ça maintenant, donc allez-y. Merci de nous avoir donné du temps, merci d'avoir écouté, et puis à très vite, on espère.